Merci Mathieu, merci Daphné, merci Arthur, merci Street Press, merci aussi Emmanuel. Là, je parle dans le micro, là, ok. Et écoutez, je vais vous parler effectivement un peu du cœur de mon travail et je vais vous parler de cette infiltration que j'ai fait à l'EF. C'est une infiltration un peu consentie, mais je vais vous raconter tout ça, qui se déroule de septembre 2015 à octobre 2016. Donc c'est passé, c'est même un peu dépassé, mais donc je vais vous raconter quelques anecdotes qui retracent un peu dans les grandes lignes cette année. C'est bon, plutôt par ordre chronologique ce que je vais vous raconter. Et au-delà de l'anecdote, du côté même parfois un peu rigolo des anecdotes, ça met à jour quelques dynamiques du milieu FAF. Donc je vais vous définir le milieu FAF. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'AF, donc de l'Action française. Donc j'imagine que si vous êtes ici, vous connaissez l'Action française. Mais quand même, je vais préciser que c'est un mouvement qui a été fondé en 1888. Alors, qui a eu pas mal de soucis entre-temps, mais voilà, je vais juste vous dire que c'est un mouvement qui est ancien, qui a un côté ancien et qui cultive un côté qui est un des plus vieux mouvements politiques de France. Je ne dis pas parti, vous noterez, l'Action française des monarchistes, et monarchistes devenus monarchistes sous la houlette de Charles Maurras. Et elle a un côté ancien et elle cultive un côté désuet, qui fait une sorte de légitimité pour elle. Donc le mouvement a eu pas mal d'impact sur la vie intellectuelle des années 20 et 30, a eu pas mal de soucis dessus depuis, avant-guerre, après-guerre, continue d'exister aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai rencontré, c'est surtout l'Action française Paris. J'ai aussi rencontré d'autres sections pendant leur camp d'été. Mais l'Action française Paris, donc en 2015, dispose d'un local rue Croix des Petits Champs, avec 3 sections, dont 2 qui sont assez actives, donc l'AFL, l'Action française lycéenne, l'AFE, l'Action française étudiante, et la section jeunes professionnels, qui est un peu moins active. Je pourrais parler des conditions dans lesquelles elle intervient. L'AFL, effectivement, est dirigée par Marc de Cacré à l'époque, qui est tout jeune. Et l'AFE est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Donc il va y avoir pas mal de désaccords entre l'un et l'autre au cours de cette année, pas exactement des tensions, mais en tout cas des désaccords qui sont extrêmement intéressants parce que ces désaccords parlent de leur rapport au milieu FAF et du rapport au milieu FAF qu'ils veulent entretenir. Donc qu'est-ce que c'est que le milieu FAF ? Alors d'abord, j'ai précisé un petit truc, je me suis très bien entendu avec Jean-Baptiste, je me suis bien entendu avec Marc aussi d'ailleurs. Mais je me suis très bien entendu avec Jean-Baptiste. Bon, on a le même âge, j'étais plus âgé que Marc. Ça va me permettre de faire passer des questionnaires à l'Action française, de faire des entretiens avec des militants, donc de faire un vrai travail sociologique et en même temps d'être complètement introduit, d'aller à leurs actions, même de faire quelques réunions de cadres, enfin bref, d'aller de vraiment m'incruster dans le mouvement, de faire leur camp d'été. Voilà, donc je vais vous parler de leur emploi du temps après, mais d'abord je vais vous dire que j'allais définir le milieu FAF, donc je vais le faire. C'est un endonyme ou un autonyme. C'est en fait un mot utilisé par ces gens-là eux-mêmes pour désigner quelque chose. Alors l'extrême droite, quand elle veut se désigner elle-même dans sa diversité, elle utilise un terme pratique, elle n'est pas la seule, elle dit notre famille politique. Donc si vous tapez notre famille politique entre guillemets sur Google, vous allez voir que tous les partis politiques utilisent cette phrase commode. C'est particulièrement commode quand on a un héritage politique complexe et pas toujours disciple. Ça permet de parler à la fois des héritiers du fascisme, des héritiers du monarchisme, sans forcément le dire, de parler large. Mais le jeune militant d'Action française, quand il veut parler du monde social qu'il relie à un jeune militant identitaire ou du GUD, il va dire milieu FAF, il va dire fachosphère. Fachosphère, au départ, ça désigne ce qu'on appelait à l'époque, il y avait les blogs, c'était à la mode, on parlait de la blogosphère, et la fachosphère, c'est les blogs d'extrême droite, c'est devenu un terme pour désigner le monde social d'extrême droite qu'ils ont réapproprié. Le terme milieux nationaux est également utilisé, donc voilà, c'est des termes utilisés pour désigner, alors moi ce que j'appelle dans mes publications le champ groupusculaire droitier, mais c'est la même chose, c'est le milieu FAF. Donc là je vais vous faire un tout petit peu de théorie. Sur les champs sociaux, donc un champ social c'est un espace de lutte pour des capitaux spécifiques, donc avec souvent un habitus spécifique, un nexus spécifique. Donc un exemple qui est assez simple, si les gens connaissent très bien le sujet, j'espère que je ne dirai pas d'impression, que je ne ferai pas d'impair, mais je pense que l'exemple marche bien, c'est parler du rap game. La notion de game dans le rap, l'idée que les rappeurs cherchent à se dominer les uns les autres, quand on disait à une époque que Booba dominait le game, que ça voulait dire qu'il avait les meilleurs punchlines, qu'il éclatait les autres dans les clashs, qu'il était bodybuildé avant que ce soit cool, il avait des capitaux un peu de street crédibilité, et qui vendait aussi plein de CD, même pas en tant que capital économique, mais un capital de prestige que ça lui rapportait. Donc voilà, il y a un champ spécifique sur lequel ces capitaux spécifiques ont du sens.
Et pour ceux qui y croient, pour ceux qui trouvent que c'est important, c'est quelque chose qui en fait quelqu'un de valorisé. Si on ne partage pas ce qu'on appelle cette illusion, cette croyance dans le jeu et les enjeux du chant, on va voir Booba, on va voir qu'il s'engueule avec Rof sur Twitter, on va se dire à son âge, c'est un peu bizarre. Mais c'est parce qu'on ne partage pas l'illusion collective qui unit Booba et Rof. Voilà, donc là je reviens sur le champ groupusculaire droitier, qui de même est un espace agonistique, donc c'est la même idée, un espace de concurrence, un lieu concurrentiel, un lieu social, pas spatial. Donc où des groupes à l'époque bien définis, parce qu'on est avant les dissolutions, il y a des groupes bien définis au niveau national encore. Et donc ils s'affrontent pour des capitaux spécifiques. Moi j'appelais ça la plus juste virilité militante. Et je ne vais pas vous le définir tout de suite, ça pour le coup, je vais vous donner des exemples à travers ces anecdotes et vous allez comprendre vous-même où ça va. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur l'Action française, la décrire un peu précisément et décrire l'emploi du temps de cette Action française. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux sections qui sont assez actives, l'AFE, Action française étudiante, l'AFL, Action française lycéenne. La vie de ces sections est rythmée par des ventes de journaux, donc à l'époque l'Action française 2000, qui ça doit apparaître en 2018. L'Action française, à l'époque, distribue peu de tracts. Là où beaucoup de mouvements politiques vont marquer une présence dans la rue par les tracts, c'est par les ventes de journaux. Donc un vieux mot pour désigner un vendeur de journal à la criée, on appelle ça un camelot, d'expression camelot du roi, qui était le service d'ordre de l'Action française au début du siècle, qui a été dissous. Donc voilà, vente de journaux, ils vont faire ça plusieurs fois par semaine. Alors là, une petite anecdote rigolote, c'est qu'il y a beaucoup de chefs à l'Action française. Ils se qualifient eux-mêmes d'armée mexicaine, ou ils se comparent à l'armée du San Teodoros dans Tintin, où tout le monde est lieutenant-colonel. Il y a un chef des ventes donc pour chaque jour de la semaine, un autre voilà, pour le dimanche, pour la messe, etc. Donc ça fait tout le monde est un petit peu chef d'un truc. Donc ça fait que parfois, quand il passe dans les médias, il y a toujours marqué un tel chef de quelque chose. Donc c'est assez pratique, ça fait sérieux. Un entraînement sportif, une fois par semaine, qui est assez axé sur les sports de combat. Alors, je l'évoque, je ne vais pas en parler, mais c'est intéressant d'en parler. À l'époque, un cercle qui s'appelle le Cercle de Flore, donc une conférence qui se tient une fois par mois, avec un guest, donc des gens comme Philippe de Villiers, Éric Zemmour, pour la petite anecdote, Elisabeth Lévy, qui a des limites, n'avait pas voulu venir. Et voilà, une centaine d'invités quand même, une centaine de personnes présentes pour Philippe de Villiers, donc ça fait venir au-delà de l'Action française. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le cercle de formation qui a lieu une fois par semaine. Il y en a un le mercredi pour l'AFL, en milieu de semaine, et c'est le vendredi soir pour l'Action française étudiante. Alors, c'est des militants plus âgés, des gens souvent, il est dit qu'ils viennent de la génération Maurras, la génération des militants des années 90 qui donne ces cercles. Souvent, c'est Pierre de Meuse, à l'époque du moins. Et les thèmes de ces cercles, c'est très Action française. Donc ça, il va être question de Pierre Boutan, de Charles Maurras, de centralisme républicain, de corporatisme. Donc le cercle commence à 19h30. Il se termine vers 20h30. Il y a une petite période de questions qui est souvent une période de débat en fait, entre certains militants et les intervenants. Et ensuite, Jean-Baptiste prend la parole. Généralement, il explique quelles sont les actions à venir. Il distribue aussi les bons et les mauvais points sur les actions de la semaine passée. Là, les militants se lèvent et chantent La Royale, qui est le chant de l'Action française. Ils massacrent La Royale systématiquement. Ils se font engueuler. Donc ça, c'est encore un côté un peu désuet et rigolo de l'Action française. Et voilà, donc après cela, il y a un moment, ce qu'ils appellent un moment de cohésion. Donc ils vont acheter des bières au Franprix à côté. Et ils les rachètent 2 € à l'Action française. Donc ils les achètent 2 fois, une première fois au Franprix et une deuxième fois à l'Action française pour vaguement remplir les caisses. Et là encore, une bonne façon de distinguer le bon et le mauvais militant. La première bière est offerte à ceux qui ont participé à une action dans la semaine. Et ensuite, ils ne restent pas vraiment dans les locaux, parce que le problème, c'est qu'ils craignent que les voisins appellent la police pour tapage nocturne, et il leur faut un endroit où poursuivre la soirée. Comme beaucoup de jeunes de leur âge, quoi. C'est un peu un before, le moment de cohésion. Et là, généralement, assez souvent, ils se retrouvent au Crabe-Tambour ou aux bars et boîtes de la rue des Canettes. Donc, les bars et boîtes de la rue des Canettes sont pour certains tenus par des gens d'extrême droite, et le fameux milieu FAF s'y retrouve. Et le Crabe-Tambour, à l'époque, est un bar associatif qui est tenu par le GUD. Et là, c'est assez intéressant parce qu'il y a une partition spatiale qui se fait dans ce bar. D'une part, les militants Action française sont dans la salle, les militants du GUD sont dans un peu une arrière-salle qui est derrière le comptoir. Et certains militants de l'Action française vont faire des allers-retours entre les deux endroits, vont bien s'entendre avec ceux du GUD. Et d'autres vont rester entre eux et vont chanter des chants de l'Action française, tous les chants sauf la Royale.
Et ils vont chanter notamment La France bouge, elle voit rouge, des chants à boire aussi. Et voilà, donc là, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc on commence à comprendre un peu comment existe ce milieu FAF. Il existe sur un échange de ressources. Enfin, un échange, donc certains ont envie de l'argent des militants d'Action française pour remplir leur caisse. Les militants d'Action française veulent un endroit pour boire des coups en se sentant à l'aise. Un besoin de sociabilité. Et on voit aussi que l'Action française n'est pas un bloc monolithique. En fait, et là je vais répondre à la question que tu me posais, il y a des militants d'Action française qui sont, disons, très Action française, leurs parents sont à l'Action française, étaient à l'Action française, ils sont souvent issus de milieux aristocratiques. Dans mes questionnaires, j'avais posé la question, appartenez-vous à une classe sociale? Et certains répondaient noble, aristocrate. Certains répondaient aucune, d'autres classe moyenne. Certains laissaient vide, mais noble, aristocrate était rempli. Certains sont passés par les scouts, école privée, donc voilà, un parcours un petit peu social spécifique. Et certains militants de l'Action française, d'Action française, disent-ils, sont en profil, disons, moins Action française. Leurs parents ne sont pas forcément politisés à l'extrême droite, encore moins à l'Action française ou dans des groupuscules ou dans des groupes très très différenciés. Ils sont passés par le public. Géographiquement, c'est intéressant. Les militants Action française viennent souvent de l'Ouest parisien, donc Saint-Cloud. Ceux qui sont des étudiants qui viennent de province, qui logent à Paris, sont parfois dans des colloques ensemble dans le 15e, donc plutôt Ouest parisien, partie bourgeoise de Paris, 16e arrondissement. Et les militants plutôt de classe moyenne vont venir de banlieue nord, du nord de Paris. Donc il y a une partition sociale qui se fait, qui se traduit aussi en termes de look. Les militants Action française vont avoir parfois des looks un peu cabans, pantalon chemise en cuir, pantalon rose saumon, disent-ils. Donc le genre de vêtements qu'on peut voir à la manif pour tous. Donc à l'époque, je rappelle en 2015, on est juste après les manifs pour tous, et il y a encore en fait des manifs pour tous à ce moment-là. Donc j'en parle beaucoup, mais c'est quelque chose de très présent encore à ce moment-là. Donc voilà le genre de look qu'on peut voir à l'Institut catholique de Paris, par exemple. Alors que les militants d'Action française, plutôt de classe moyenne, vont souvent avoir être plus, je sais pas, en Harrington, un look un peu plus casual, basket, sweat noir, façon ce qu'ils appellent nationaliste autonome. Donc c'est un peu un look un peu comme les autonomes à gauche, sauf qu'ils appellent ça pareil parce qu'ils ont le même look. Mais ils ne sont pas du tout autonomes. Ils forment des blocs autonomes qui sont le nom de parti. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est rigolo. Et souvent un peu inspiré par Casa Pound. Ils s'intéressent aussi à l'idéologie de l'Action française, donc la doctrine de l'Action française s'appelle le nationalisme intégral. Mais pour eux, c'est quelque chose qui est intéressant parmi d'autres dans les familles de pensée qui sont l'extrême droite, et ils vont s'intéresser donc au fascisme, au courant héritier du fascisme, au nationalisme révolutionnaire, et du coup, forcément un peu plus sympathiser avec les militants du GUD. Alors les militants, les liens entre GUD et Action française ne se cantonnent pas au crabe-tambour. Donc plusieurs fois dans l'année, il va y avoir Jean-Baptiste va organiser des 22 journaux ou des tractages devant donc Tolbiac, le centre Pierre Maunder France, mais généralement qu'on appelle Tolbiac. Et des militants du GUD vont parfois venir prêter main forte pour avoir quelques gros bras en retrait au cas où ça tourne mal. Et il va y avoir également, c'est le terme consacré, des instructeurs du GUD qui vont venir former les militants pour les sports de combat, donc qui vont animer les entraînements. Cette collaboration, pour Jean-Baptiste, il la voit comme circonstanciée et comme à l'avantage de l'Action française. Il voit ça de façon assez pragmatique. Pour lui, l'Action française est un gros groupe. L'Action française a le vent en poupe. On a après les manifs pour tous. Le GUD, il voit ça un petit peu comme un bar, comme une bande de mecs qui se retrouvent dans un bar et qui sont en blouson de cuir, qui sont un peu fascistes et un peu crétins. Et ça lui fait pas trop peur. Faut préciser, Jean-Baptiste est un grand type, il fait 100 kilos, il a fait du football américain, donc il aborde cette relation fièrement, et c'est pas quelqu'un qui, plutôt droit dans ses bottes sans avoir très peur, c'est pas quelqu'un qui tient le GUD en très haute estime, lui il voit ça plutôt comme, ils sont le parti puissant, et voilà, une entreprise puissante qui utilise les autres groupes comme pour faire de la sous-traitance, un petit peu. Mais il va se passer deux choses. Le GUD va fasciner un petit peu, va exercer une certaine fascination sur les militants les plus jeunes de l'Action française. Et la branche marseillaise de l'Action française, à l'époque, a un local qui s'appelle le Navarin, rue Navarin, dans le quartier de la Plaine, et qui va subir plusieurs manifestations antifascistes et même des dégradations sur leurs locaux. Ils vont appeler à plusieurs reprises l'Action française Paris à leur secours, et là, c'est pas mal le GUD qui va bouger. Donc, premier point. Donc la fascination que le GUD exerce sur les plus jeunes, je vais vous lire une citation de Nicolas Lebourg qui dit très bien les choses. Il dit « Le GUD est avant tout une légende d'auto-représentation, celle du rat noir persifleur, manière de barre de fer, oscillant entre chaos et répression réactionnaire.
Donc il y a toute une légende autour du GUD, une légende héritée des années 70, des bagarres étudiantes des années 70 entre le GUD et la gauche, entre le GUD et la droite. Parfois, ils se tapent avec d'autres groupes d'extrême droite, comment ça s'appelle, les Gages, par exemple. Avec un côté un look un peu rock, un peu inspiré des maoïstes aussi, donc blouson de cuir, chaussures de cuir, jean, un look assez novateur à l'extrême droite de l'époque. Avec voilà, cette image, ils reprennent une BD de l'époque qui s'appelle Chlorophylle avec un rat noir, qui est un peu bête, un peu méchant. Et il la détourne. Un certain Jacques Marchal, qui est un dessinateur avec pas mal de talent, va poursuivre, va recréer des histoires au rat Gudard et faire des histoires avec des gars rats Gudard méchants, un peu séducteurs, bad boy, etc. Donc l'Action française aussi a sa légende. Les Camelots du Roi, service d'ordre de l'Action française dans les années 20, dans les années 30, qui volent le chapeau de Léon Blum sur un boulevard. Voilà, un côté intellectuel et violent, c'est une phrase de Charles Maurras, hein, des intellectuels qui se battent à coups de canne, un côté un petit peu gentleman. Mais cette légende, la légende du GUD ancrée dans les années 70, un peu plus moderne et plus parlante aussi, un petit peu pour les militants qui n'ont pas une culture spécialement d'Action française, qui sont issus plus de classe moyenne, pas de famille tant que ça Action française, ou alors pour des militants qui sont issus d'un milieu très Action française et que ça saoule un peu, qui ont un peu envie de s'en détacher, qui ont un peu envie de sortir de ce milieu étouffant. Parce que pour les militants Action française qui ont des parents à l'Action française, notamment grands-parents à l'Action française, il y a des amis du papa qui organisent les cercles de formation, ils le croisent au camp d'été. Eux, ils essaient de faire leur rébellion un peu révolutionnaire, d'abattre la République, et puis il y a les parents qui les surveillent, c'est pas très agréable tout ça, quoi. Donc voilà, il y a tout ce côté-là. Et là-dedans, les militants du GUD, en fait, vont apparaître, plus jeunes de l'Action française, aux jeunes de la FL, comme des grands frères un peu plus badass, un peu plus rassurants que ceux de l'AFE, les grands, entre guillemets, de l'Action française étudiante, qui sont plus proches de ce qu'ils sont habitués à voir. Alors là, j'ai une citation de Marc. Donc voilà, Marc parle, il explique comment est-ce qu'il se rapproche du GUD. Donc il dit clairement, quand j'ai commencé à m'intéresser au nationalisme, donc c'est en juin 2016 qu'il m'explique ça dans un entretien sociologique très long, on va dire, guidé, semi-guidé, avec des tonnes de questions, ça dure des heures. Et donc il me parle de son rapport au GUD et il me dit clairement, quand j'ai commencé à m'intéresser au nationalisme, c'est un truc étrange, mais si tu tapes mouvement nationaliste sur Google, tu vas surtout tomber sur les trucs du GUD. Le GUD véhicule un certain mythe, une certaine histoire. Après tout ce que j'ai pu lire en bouquin sur le milieu nationaliste, donc les trucs comme Génération Occident ou Les Rats Maudits, ça te met des étoiles dans les yeux, quoi. C'est donc, t'as une part de mythe, ensuite alors t'as toute une histoire. Et ça, c'est pas un mythe. Quand j'ai commencé à traîner dans le milieu national, les mecs qui me paraissaient un peu inatteignables, la bande stylée, donc la bande qui a le plus de style, vestimentairement parlant, mais pas que, enfin stylé, vous savez, ça veut dire. Et tout ça, les mecs qui avaient l'air sûrs, c'était les mecs du GUD, pareil, que ce soit Manif pour tous ou le Crabe Tambour, tu vois. Et puis l'esthétique aussi. Et puis forcément les idées, le nationalisme révolutionnaire, même si forcément il y a une critique qui est faite au GUD, alors là ils prennent un peu au perché. Oui, les idées politiques, c'est pas très développé, nanana, donc là il limite les gens de l'Action française. Il ne faut pas déconner non plus, même s'il y a une doctrine politique qui est propre au GUD, le GUD a ses références, prône le nationalisme révolutionnaire, qui est l'idéologie, enfin j'aime pas trop ce mot-là, mais ouais, l'idéologie dans laquelle je me reconnais aujourd'hui. Et je me suis toujours dit, moi j'aimerais être GUDard en fait. Truc qui, il y a encore un an, me paraissait un peu impossible, et ben finalement je le suis devenu. Donc ouais, en gros, pour résumer, ce serait l'histoire du GUD, les idées. Et puis comme j'ai pas mal d'anciens potes d'hygiène qui sont au GUD, 3 petits points. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que chaque groupe véhicule une image et revendique une image avec une certaine esthétique, une esthétique presque un peu, je dirais, je pense qu'il serait assez d'accord peut-être avec le terme, un peu dionysiaque pour le GUD, un petit peu apollinien pour l'Action française. Avec, derrière, c'est important de se présenter comme sûr de soi, comme viril, comme solide. Avec du coup un débat. Je reviens sur la notion de champ social, mais le champ social est traversé de débats sur les bonnes positions à avoir, sur le champ artistique, quelle forme d'art est la plus légitime, la plus intéressante, sur le milieu nationaliste, les questions qui se posent, est-ce que le militant nationaliste idéal est un camelot, un gudard, quels sont les plus crédibles. Les militants de l'Action française étudiante vont prendre conscience de ça, ils vont essayer de travailler leur style, de travailler leur esthétique, ils vont se faire un look un peu Peaky Blinder. Ils vont, je peux donner un petit exemple qui est rigolo. Pendant la rentrée 2016,
Donc ils organisent une rentrée, un peu comme une rentrée scolaire chaque année qui se déroule fin septembre. Ils ont l'intention cette année-là de mettre un service d'ordre avec des blousons de cuir, foulard blanc en bas de l'immeuble, parce qu'ils craignent spécialement une attaque ou quoi, mais pour faire un petit peu, pour intimider les nouveaux et pour montrer que voilà quoi, qu'ils sont des durs, pour que les jeunes arrêtent de trouver que c'est les gudards les plus cools quoi. Mais cette image ne suffit pas de la revendiquer, il faut aussi l'imposer. Et là, j'ai une deuxième citation qui est de Julian Pitch-River dans un bouquin qui s'appelle Anthropologie de l'honneur en 83. Je trouve que la définition qu'il donne de l'honneur colle très bien avec l'idée que je veux faire passer de cette image qu'on revendique et qu'on défend. Donc il dit « L'honneur est la valeur qu'une personne possède à ses propres yeux, mais c'est aussi ce qu'elle vaut au regard de ceux qui constituent sa société. C'est le prix auquel elle s'estime, l'orgueil auquel elle prétend, en même temps que la confirmation de cette revendication par la reconnaissance sociale de son excellence et de son droit à la fierté. Les chercheurs qui se sont rattachés aux détails des relations personnelles ont observé que celles-ci étaient fort influencées par la façon dont les uns extorquent aux autres la validation de l'image de soi à laquelle ils tiennent. » Donc là, ça pose une question. Donc on a cette idée, et on a une image auquel on tient, qu'on veut défendre. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne respecte pas cette image, n'y croit pas? Dans ces cas-là, l'honneur est souillé. C'est un affront. Et comment se répare l'affront, dit Julian Pitch-River, c'est au prix du sang. Ce qu'il appelle une économie de l'honneur. Quand l'honneur a été souillé, il faut faire couler le sang pour laver son honneur. Je vais vous donner un exemple très concret de cette économie de l'honneur dans le milieu d'extrême droite. Fin 2015, Jean-Baptiste a commenté une photo de Génération Identitaire à l'époque. Vous voyez les photos Facebook là où ils postent tous comme ça, ils se cachent leur visage et tout, donc ils prennent beaucoup plus de sens. Là, ils sont vraiment en train de revendiquer une image. Et cette image, Jean-Baptiste va la chouiller, il va leur dire. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, à vrai dire, j'ai jamais vu le commentaire, mais ce qu'il m'a raconté, il a dit grosso modo, vous prenez pour des durs, mais vous êtes des tafioles. Grosso modo, c'était ça l'idée. Et les générations identitaires vont attaquer les locaux de l'Action française pour montrer que non, c'est pas vrai, quoi. Donc ils vont réparer ça au prix du sang. C'est pour ça, là, je profite pour faire un petit peu de pub. Dans mon bouquin, j'ai repris une image de 1926. On voit des fascistes de la Franciste qui attaquent les locaux de l'Action française, et la bagarre se déroule dans un escalier. Donc là, le clin d'œil qui est là, c'est que la bagarre, en l'occurrence, s'est également déroulée dans les escaliers. Donc, de ce qu'on m'a raconté, d'ailleurs, j'ai eu droit à pas mal de versions différentes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une bagarre. Là-dedans, donc l'Action française en 2016 va faire plusieurs impairs de com, et du coup des impairs d'images aussi. Par exemple, elle va faire le service d'ordre d'un groupe qui s'appelle Les Survivants. Ça va être filmé par les journalistes du Petit Journal, et du coup ils vont être vus avec ces survivants. Donc les survivants sont des jeunes anti-avortement, donc pareil, très manif pour tous, en mocassins, et ça la fout mal, quoi, quand le but c'est passer pour des gros durs et intimider le GUD d'avoir des copains comme ça. Les lycéens de l'Action française aussi vont poster sur Facebook des photos de leur entraînement, et bon, c'est des lycéens qui s'entraînent, ils ont l'air de lycéens qui s'entraînent, ils font pas super peur. Ils vont être moqués, notamment sur un groupe Facebook de l'époque qui s'appelle Blocus Paris. Donc ils vont aller dans les commentaires et tout, infiltrer le groupe, ils vont insulter les gens, mais rien n'y fait, tout le monde se fout de leur gueule quand même. Là-dedans, le GUD va réagir de façon assez intelligente, faire un coup de com assez malin. Ils vont filmer un entraînement qui n'est pas vraiment un entraînement, qui est une vidéo bien montée, où ils sont en chaussures de ville, blouson de cuir, Ray-Ban, en train de se charger à coups de batte de fer, de canne et batte de bois. Donc, est-ce qu'ils se sont vraiment entraînés ce jour-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, la vidéo, elle est cool. Et voilà, donc ils vont renfoncer le clou. Et ça, pendant le camp d'été, ça va être un sujet de conversation qui va beaucoup revenir, quoi. Franchement, la F-Party, vous avez chié, quoi, avec vos lycéens qui nous font passer pour des cons. Et ça, c'est des dynamiques qui sont très importantes, quoi, parce que l'honneur t'éteint, en fait. Hein. Si l'AFL se ridiculise, ça ridiculise. Si l'AFL Paris se ridiculise, ça ridiculise toute l'Action française. Chaque militant à l'Action française, individuellement, est souillé. Donc, je reviens sur l'Action française Marseille, donc, qui, comme je vous le dis, un local rue Navarra à Marseille. Et donc il va y avoir plusieurs manifestations antifascistes, également quelques actions contre leur local. Et du coup, des militants de Paris vont venir. Ça va être pas mal Marc qui va organiser les trajets. Et Marc va pas mal organiser ça à l'Interfaf, les militants. Donc je vais vous dire ce que ça veut dire Interfaf. Les militants parisiens vont peu se déplacer. Les militants de l'Action française Paris vont peu se déplacer. Pas mal des militants du GUD et du Blood on Honor qui vont se déplacer.
du GUD en tout cas, Blood and Honor apparemment, paraît-il. Et parce que moi j'étais pas et les gens racontent beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça va. Pourquoi est-ce qu'il me manque des feuilles? Bref. Ça va décrédibiliser l'Action française Paris, cette non-présence. Attendez, je vais retrouver mes feuilles parce que 8, 9, 10, si c'est ça, ça colle. Ça colle. Il n'y a pas que ça aussi. L'Action française Paris va être un peu sommée de faire des représailles donc à Paris, sur les groupes antifascistes parisiens, pour venger ce qui se passe à Marseille. Et question d'attaquer le Saint-Sauveur notamment. Et là, Jean-Baptiste va se dire que c'est con en fait. Il va pas aller vers là. Il va se dire que de un, c'est dangereux. Alors il y a quelque chose qu'il faut savoir. Je vous parlais de la répartition géographique. Ces gens habitent plutôt dans l'ouest parisien. Tout ce qui est au nord et à l'est de Châtelet est quasiment légendaire pour eux. Ce qui est très très drôle pour des gens qui se considèrent comme des guerriers, des défenseurs de la race blanche, des camelots, ils ne prennent jamais le métro au-dessus de... Alors par exemple, un petit exemple, les jeunes du GUD et de la FL à un moment voulaient se retrouver avec des antifascistes pour rester fixer un rendez-vous à République. Ils n'y sont pas allés parce que République est un territoire antifa. Ils s'imaginaient qu'ils arriveraient à République et des antifascistes allaient sortir par centaines de partout. Donc ils n'avaient jamais mis les pieds à République de leur vie, quoi. Et voilà, ça c'est un truc qui m'a toujours un peu quand même fait rigoler. Donc voilà. Et bon, et en même temps, l'action Saint-Sauveur a été faite bien plus tard par Marc. Et d'ailleurs, Marc va dire, il va envoyer un texto à ses troupes, c'est ça qu'il a confondu. Il va dire, grosso modo, on a fait ce que les anciens n'ont pas réussi à faire. Donc là, la petite pique va envers Jean-Baptiste. En même temps, Jean-Baptiste, du coup, n'a pas eu d'ennui avec la justice, quoi. Bref. Donc voilà, donc les tensions au camp d'été 2016, il y a des tensions assez fortes entre l'Action française Marseille et l'Action française Paris. L'Action française Marseille, il faut le savoir, est beaucoup plus nombreuse que l'Action française Paris. Ils sont peut-être une trentaine, quarantaine. Le communicant de l'Action française Paris, ils sont 15-20 au camp d'été. L'Action française Paris va réussir à faire un truc assez malin pour un peu rétablir l'équilibre. Ils vont se débrouiller alors, il y a des entraînements sportifs pendant quasiment tous les jours, qui sont pour le coup axés sport de combat, mais aussi axés, ça c'est intéressant de le dire, déplacement collectif. Ils apprennent à se déplacer en ligne, à faire en sorte que des lignes bougent de façon différente, donc la coordination, des trucs assez militaires et assez tactiques. Des techniques de pression psychologique aussi, par exemple, comme le font les CRS, de faire tous un pas en avant en même temps pour simuler une charge. Donc voilà. Bon, en l'occurrence, on va être organisé à un moment des combats 5 contre 5, pareil contre Marseille. Et là, Jean-Baptiste a prévu le coup. Et il a bien pensé à l'avance à qui mettrait dans son équipe. Les gars de Marseille font pas trop gaffe. Et du coup, le premier combat, les gars de Paris se marquent bien, les Marseille un petit peu moins bien. Donc voilà, il y a quand même un message qui est envoyé. Ce qui met un peu la sélection parisienne en sécurité. Alors d'ailleurs, j'avais entendu dire qu'une des années, la sélection, je sais plus, c'était toulousaine ou Bordelais, s'était fait tabasser par les gars de la F Marseille. C'est des choses qu'on parle. Je dis que c'est un espace concurrentiel et que ça clash quoi. J'ai entendu dire que dans un camp d'été identitaire, une des sections s'était fait tabasser par les autres aussi. Enfin, ouais, parfois des tensions un peu particulières. En l'occurrence, là, ça ira pas jusque-là. Et d'ailleurs, j'apprendrai que c'est la première année où les Marseillais n'écrasent pas autant tout le monde et où la section parisienne arrive à s'imposer autant. Mais bon, le verre est dans la pomme. Alors, la suite, donc là, vous avez compris, on a avancé au cours de l'année, hein, le camp d'été. On arrive en octobre 2016. En octobre 2016, il va y avoir une manif pour tous, qui est une des dernières manifs pour tous. Et il est question qu'il y ait une contre-manifestation antifasciste. Là-dedans, l'Action française veut bouger, veut montrer déjà aux jeunes qu'elle est capable de faire des trucs un peu dynamiques. De 1 et de 2, elle veut, donc c'est surtout Jean-Baptiste qui a ces initiatives. Il y a aussi un rôle que l'Action française veut avoir devant la manif pour tous et devant un peu le peuple de droite conservateur, c'est montrer qu'elle est le défenseur de ce peuple, que quand on attaque le peuple de droite, c'est l'Action française qui répond. Le GUD aussi veut bouger. Et du coup, là, il y a une négociation. Jean-Baptiste dit, très bien, le GUD peut bouger avec nous. Le GUD répond, et c'est Marc qui fait passer ce message du GUD. Le GUD accepte que l'AF vienne avec eux, mais seulement les meilleurs de l'AF, parce qu'ils ne veulent pas les clampins de l'AF.
Ils veulent que les gars de la F qui ont un petit peu de gueule parce qu'ils ne veulent pas s'afficher avec les autres. Donc la question de l'honneur, la question de la honte, la question que quand on est avec des gens pas très classe, ça déteint sur nous. C'est des questions. Alors les deux vont rester sur leur, vont négocier, en fait, vont camper sur leur position. Hein, c'est pas vraiment des négociations pendant les semaines précédentes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe le jour J? Ça part en n'importe quoi. Les jeunes de la F commencent à suivre le GUD, crient les slogans de la F. C'est filmé d'ailleurs. Hein. On voit Marc qui écrit des slogans nationalistes révolutionnaires. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Voilà. Finalement, les CRS chargent, tout le monde s'enfuit. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Donc ensuite, Marx est exclu, semble-t-il, hein, parce que ça, j'ai demandé à Jean-Baptiste après. Moi donc, comme je vous dis, je termine mon terrain en octobre. Là, je commence à un peu en avoir marre. Non, vraiment, c'était épuisant. Et donc voilà, je parle en novembre 2016 sur Facebook avec Marc qui me dit qu'il fait partie encore des deux mouvements. Apparemment, en décembre 2016, il est exclu ou sommet de démissionner, quelque chose comme ça. Donc là, c'est un peu ma conclusion et l'épilogue. L'AF Marseille rejoint le Bastion Social à la fondation du Bastion Social. Donc des pans entiers en fait, de l'action française partent dans l'histoire. Et pour moi, c'est énormément des histoires d'honneur, ces histoires de la plus juste virilité militante. Quel est le camp des cools, en fait, hein, pour le dire de notre façon. Et ça, c'est ce que les nationalistes révolutionnaires ont réussi à capter à un moment. Donc là, c'est fin 2017, si je ne dis pas de bêtises, la fondation du Bastion Social, donc avec derrière le GUD. Alors, voilà, bon, la suite, c'est pas mal le Street Press qui l'a raconté, en fait, hein, les démêlés de Marc par la suite et tout ça. Moi, je vous fais un peu la jeunesse du personnage. Et la suite reste encore un petit peu à écrire. Je vous remercie en tout cas. Juste peut-être avant que Manu tu embrayes, est-ce que Daphné, juste tu peux rappeler peut-être, je ne sais pas si tout le monde a en tête qui est Marc, parce qu'on a beaucoup parlé de Marc comme si c'était notre cousin à tous, mais c'est pas le mien. Daphné, tu peux nous dire un peu qui est Marc, puisque tu le connais bien finalement. Alors c'est pas mon cousin non plus, mais on a une relation Toxique. Ouais, tout de suite. Ouais, il m'aime plus que je l'aime, on va dire. Mais donc non, Marc de Cacrel-Valmenier, c'est un militant néofasciste, donc qui, comme Emmanuel l'a beaucoup raconté, a commencé à l'Action française lycée. Alors c'est un garçon qui, comme son nom à particules vous l'indique, vient de la catégorie qui a dû répondre aristocrate et noble. Je crois que tu l'as mis dans le livre qu'il a répondu ça. Mais donc, voilà, en tout cas, qui vient de cette catégorie-là, qui vient d'une famille qui est très implantée à l'extrême droite française. Alors, effectivement, à l'Action française, mais pas que. Aussi chez les cathos intégristes de la fraternité Saint-Pédis, par exemple. Et puis, il a aussi un cousin qui est candidat RN. Enfin, voilà. Au Mans. Voilà, au Mans, qui est un petit peu moins radical que lui officiellement, mais voilà. Il a des frères et sœurs qui sont tout aussi radicaux que lui, puisque ça, c'est une de ses sœurs, Marguerite, a par exemple été vue avec le GUD. Enfin bref, toute la famille est de mèche et dans cette histoire. Et donc Marc de Cacrel-Valmenier commence à l'Action française, finit par la quitter pour le GUD, devient ensuite leader des Zouaves Paris, donc qui sont le groupuscule héritier du GUD à partir de 2017 à Paris, puisque le GUD s'autodissout pour donner naissance au Bastion Social sur tout le territoire, sauf à Paris où le Bastion Social ne s'implante pas. Et donc du coup, il est leader des Zouaves Paris pendant toute la période des Zouaves Paris, en gros, donc de 2017 à 2022, année où les Zouaves Paris sont dissous par le gouvernement officiellement. C'est eux qui tabassent au meeting de Zemmour à Villepinte. Pourquoi tu vas plus vite que la musique? Mais c'était les Zouaves, t'étais déjà à la dissolution, j'ai cru que t'allais oublier. Ben non, justement. Donc du coup, il fait tout un tas de choses pendant cette période-là, donc... notamment pendant les Gilets jaunes, il est condamné pour des violences pendant l'acte 3, donc l'acte du 1er décembre 2018. Entre autres, il est derrière l'attaque du bar antifasciste Le Saint-Sauveur à Paris en 2020, donc juste après le confinement, condamné aussi pour ça. Il était jugé il y a donc une semaine, enfin ça fera une semaine demain au tribunal de Bobigny pour le passage à tabac de militants de SOS Racisme au meeting de Zemmour à Villepinte. Et ce passage à tabac qu'on a pas mal documenté, notamment dans Street Press. Alors moi, j'étais à Politis à l'époque, je l'ai documenté dans Politis, voilà, mais qu'on a pas mal documenté, mène, entre autres, à la procédure de dissolution des Zouaves Paris, donc début 2022.
Et suite à cette dissolution, il y a une renaissance, et sachant qu'entre-temps, le Bastion social a été dissous, en 2019 aussi, il y a une renaissance donc, du GUD, donc du groupe Union Défense, qui est donc le plus gros groupuscule. Enfin, ouais, de toute façon, voilà, Emmanuel a déjà bien expliqué. Donc, il y a une renaissance du GUD suite à ça. Marc prend la tête du GUD, en toute logique, après avoir été leader des Zouaves. Il a tout un tas d'aventures. Alors, il a perdu ses postes en RH, parce qu'il est quand même vachement médiatisé, hein, on va pas se mentir. Leader néofasciste, ça fait pas super bien sur le CV, donc il perd pas mal d'emplois. Et donc aujourd'hui, Marc a eu pas mal, encore une fois, d'aventures avec la justice, mais pas que. Et il travaille aujourd'hui pour une société qui est liée à la GUD Connection, c'est-à-dire un réseau d'entreprises d'anciens du GUD. En l'occurrence, c'est la société de Philippe Lousteau, qui s'appelle Checkport. Et il a travaillé, il était employé cet été, par exemple, ça a été révélé par La Lettre, comme gardien sur l'île privée de Bolloré en Bretagne. Alors bon, ça, encore une fois, ça fait mauvais genre quand même dans la presse. Donc du coup là, il a été délocalisé dans le sud de la France. On l'a appris vendredi au procès. Et il va se marier, par exemple, aussi avec Liselotte Dutreuil, qui est animatrice de la matinale de Radio Courtoisie. Donc voilà, c'est aussi un milieu qui est très incestueux et qui fonctionne beaucoup ensemble, parce que donc Marc est un épo-baby du fascisme. Ça tombe bien, Liselotte Dutreuil, qui est ancienne militante de Génération Identitaire, est aussi une épo-baby du fascisme. Enfin, voilà, milieu très incestueux. Donc voilà, ça c'était pour le profil de Marc de Cacré-Valmeunier. Encore une fois, on a fait un super portrait de lui dans une série qui s'appelle Les Faflix l'année dernière. Mais bon, comme il y a eu de nouveaux épisodes entre-temps, voilà, petit portrait de Marc. Et du coup, Emmanuel numéro 2. Ouais, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Emmanuel Vire. J'ai la chance d'être journaliste dans le groupe Bolloré. Déjà, c'est sur mon CV, ça en met une belle. Je suis dans le groupe Prisma Media, premier groupe de presse magazine. Je suis au magazine Géo, donc c'est un groupe qui a été racheté par Bolloré en juin 21, qui est le premier groupe de presse magazine. Si vous voulez, on pourra parler aussi de cet aspect dont a parlé leur offensive sur les médias. Mais je ne vais pas vous parler tout de suite de ça. D'abord, ah oui, donc je suis journaliste évidemment, mais je suis aussi dans la direction de la CGT. Je suis membre de la commission exécutive confédérale depuis le congrès de 2023 qui a vu l'accession de notre secrétaire générale Sophie Binet. Et donc, je suis en charge de la lutte contre les idées d'extrême droite à la CGT, à la direction de la CGT. D'abord, un grand merci évidemment à Street Press, donc c'est aussi mon média puisque je suis donateur évidemment, en raison de l'excellent travail. Et je veux juste rappeler ce qui a été sorti comme en novembre, Cartofaf, qui nous aide beaucoup aussi. Sur ce qu'on a vu à l'entrée de nos camarades exilés, migrants et sans-papiers, je rappelle juste qu'à mon avis, parce que je te l'ai pas dit, mais vous savez que la semaine prochaine, le 18 décembre, c'est la journée internationale du droit des migrants, justement, et qu'il y a des actions qui sont prévues, donc je pense que c'est un peu en lien. Il y a une grande manifestation qui aura lieu samedi à 14h, place de Clichy. Donc à l'appel de beaucoup de syndicats, associations, évidemment, de lutte pour leurs droits. Et il y aura un grand meeting le 18 décembre, donc le jour même de la journée internationale, salle ENAF, à la Bourse du Travail, à l'annexe de la Bourse du Travail à Paris, à République. Voilà. Donc non, moi je veux... Alors c'est marrant parce que je vais me dévoiler, j'ai 53 ans. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours milité contre l'extrême droite. En fait, je rappelle, 1983, c'est la prise de Dreux par Jean-Pierre Stirbois, qui heureusement est décédé depuis. Mais bon, même si on ne doit jamais se réjouir de la mort de quelqu'un, mais quand même. 84, c'est les 11% de Jean-Marie Le Pen aux européennes. C'est la première fois que l'extrême droite va sur une grande émission politique qui était L'heure de vérité, qui était l'émission politique de l'époque Star. Voilà. Et je vous dis ça parce que je fais quand même, avant d'en venir au combat qu'on mène à la CGT depuis très très longtemps, évidemment, contre l'extrême droite, mais pour nous, médiatiquement, si Bolloré peut faire ce qu'il fait aujourd'hui et d'autres milliardaires, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'école supérieure de journalisme de Paris, qui a été rachetée par plusieurs milliardaires, mais pas que Bolloré, c'est ça qui est un peu... on pense toujours à Bolloré, mais il n'y a pas que lui, malheureusement. Ce que je voulais dire, c'est qu'en Belgique, on a l'exemple de la Wallonie qui a mis en place depuis 20 ans ce qu'on appelle le cordon sanitaire.
vous n'avez pas d'extrême droite dans les médias, aucun discours de haine dans les médias, aucun représentant de l'extrême droite en Wallonie, alors que la Flandre est totalement gangrénée par un nationalisme flamand d'extrême droite, le Vlaam-Belang, etc. En Wallonie, non. Et les élections qui ont eu lieu en juin en Wallonie, en même temps que le même jour des européennes, ils avaient leurs élections législatives, le parti d'extrême droite wallon qui s'appelle Chez nous a fait 0,9% des voix. Voilà, donc nous, on y voit quand même un grand lien entre ce cordon médiatique qui ne donne pas accès à la parole publique à l'extrême droite par rapport à notre situation. Alors évidemment, le combat contre les idées d'extrême droite pour la CGT, c'est notre histoire, hein, c'est notre ADN, c'est notre combat antifasciste, c'est tout ce qu'on a fait, évidemment la guerre d'Espagne, l'occupation, enfin voilà, on ne va pas rappeler tout ça. Donc pour nous, c'est un truc naturel, évidemment, de lutter contre l'extrême droite. C'est dans nos valeurs. On ne se pose pas la question d'imaginer qu'on puisse avoir des camarades d'extrême droite. Au départ, évidemment, on n'en est plus là aujourd'hui, mais se passe un truc, ça commence déjà à dater. En 2011, il y a des élections cantonales et il se trouve qu'il y a un mec qui se présente aux élections cantonales dans le canton d'Hayange, qui s'appelle Fabien Engelmann, et il est aujourd'hui maire d'Hayange, Rassemblement national, réélu au premier tour aux dernières municipales. Et le mec est en même temps secrétaire CGT du syndicat des territoriaux, c'est-à-dire les employés communaux, d'une ville juste à côté d'Hayange qui s'appelle Nilvange, en Lorraine. Et donc la direction de la CGT apprend qu'il est candidat à ces élections cantonales. Donc on se dit à l'époque, pas de souci, on appelle le syndicat local des territoriaux, on leur dit, bon ben voilà, votre secrétaire est candidat d'extrême droite, on le sort. Et là, on a un retour du syndicat qui est, mais Fabien, il est très bien. On veut garder Fabien. Donc, à l'époque, on n'était pas outillé à la CGT pour virer des gens comme ça. Il faut savoir que la CGT, c'est une grande maison basée sur le fédéralisme, on appelle ça. Donc, c'est l'autonomie des fédérations. Vous avez 32 fédérations selon votre secteur d'activité. Vous avez la métallurgie, la santé. Moi, j'ai été secrétaire général des journalistes, donc voilà, jusqu'en 2024, le SNJ-CGT, qui est aussi une fédération. Et donc, on a dû revoir nos statuts, nos modes de fonctionnement à l'époque pour désaffilier l'ensemble du syndicat. On a sorti tout le monde. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, il y a un truc qui se passe, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, dès 2011, on crée un premier collectif de lutte contre l'extrême droite au sein de la CGT. Ce qui nous a permis de faire le ménage parmi nos élus et mandatés, c'est-à-dire ceux qui sont élus dans des boîtes par les salariés ou mandatés par la CGT dans des organismes. Donc, ce qui fait que ça, le travail a été fait et continue d'être fait, par exemple aux législatives. Donc, nous, on est beaucoup moins gangrénés, par exemple, que certains syndicats comme Force ouvrière, je pourrais y revenir, ou les syndicats de policiers. Mais aux législatives anticipées, on n'a eu qu'un cas, par exemple, dans la Loire. Une dame, je ne peux plus l'appeler camarade, une dame s'est présentée candidate suppléante d'un candidat Rassemblement national dans la Loire. Elle avait des mandats, pareil, syndicat des services publics, c'est-à-dire les territoriaux. On est beaucoup gangrénés dans les collectivités, dans ces syndicats de territoriaux, il faut le savoir. Ce n'est pas que l'industrie. Voilà. Et on a mis 24 heures à l'exclure. Vous voyez, donc ça, là-dessus, nous, on est calés. Notre secrétaire général là-dessus, elle est très très claire. On ne doit pas avoir la main qui tremble. Si on doit perdre des adhérents, si on doit perdre des élections, si on doit perdre des élus et mandatés CGT, on les exclut et on n'a pas la main qui tremble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Évidemment, il faut que les cas nous remontent au national et tout. On a des procédures, il faut qu'on soit au courant. Mais voilà, donc ce travail-là, il est fait. Sauf qu'on pourrait nous dire, ouais, vous êtes gentil, la CGT, vous y êtes mis depuis 2011. Aux dernières législatives ou européennes, en gros, c'est entre 20 et 22% des sympathisants, parce qu'évidemment, on n'a aucune donnée sur ce que votent nos adhérents CGT, nos 600 000 adhérents, on ne peut pas savoir ce qu'ils mettent comme bulletin dans l'isoloir, mais il y a des enquêtes d'opinion qui font sur la proximité syndicale.
Et donc, les enquêtes d'opinion montrent qu'en gros, 20% des gens, des salariés, puisque nous, on représente les salariés, qui se disent proches de la CGT, votent Rassemblement national. On est à peu près dans ces eaux-là, 17 à 20%. Donc, on pourrait nous dire, ouais, vous êtes bien gentil avec votre collectif, là, depuis 15 ans, mais ça n'a pas beaucoup marché. 57% des ouvriers, selon les enquêtes d'opinion, ont voté extrême droite aux législatives. 42% des employés, ce qui est quand même nos forces vives, hein, puisque la CGT est moins forte chez les cadres, par exemple, que la CFDT, en sachant que ce sont des catégories qui sont très fortement touchées par l'abstention. Hein. Quand on dit 57% des ouvriers ont voté Rassemblement national, mais aussi 50% des ouvriers se sont abstenus. Donc c'est 57% de ceux qui votent. Et ça, c'est très important à l'avoir en tête, parce que c'est là où aussi on a un réservoir à aller chercher. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait donc pour lutter contre ça maintenant, et qu'on voit que depuis 2011, bon, on peut être fier de nous parce qu'on pense qu'on n'est pas trop gangréné en interne parmi nos élus, nos mandatés, nos militants. Par contre, on sait que soit nos adhérents ou nos sympathisants sont quand même très très touchés par le vote Rassemblement national. Au dernier congrès de 2023, et ça c'est beaucoup sous l'influence de notre nouvelle secrétaire générale Sophie Binet, qui ne transige pas sur ces questions, a dit bon, on a réorganisé la direction confédérale avec son arrivée et tout, on a transformé ce collectif qui était de lutte contre l'extrême droite en une commission confédérale. C'est cette commission que je pilote. Il faut savoir qu'on n'en a que 15 commissions à la CGT. Il va y avoir une commission négociation collective, une commission internationale, une commission égalité, discrimination et tout. Et il y a une commission lutte contre les idées d'extrême droite. Pour vous montrer à quel point on l'a mis à un haut niveau, dans le document, ce qu'on appelle, quand on fait un congrès, on fait un document d'orientation pour dire ce qu'on va faire dans les 3 prochaines années. Dès le préambule de ce document, on dit que la lutte contre l'extrême droite est une priorité pour la CGT et qu'elle doit être transversale à toutes nos actions, c'est-à-dire être présente dans toutes nos actions. Il faut qu'on l'ait en tête. Et donc, à partir de ça, on a mis en place, on est une quarantaine dans un collectif donc, de dirigeants, hein, la commission que je dirige, une quarantaine de camarades. Et on a mis en place toute une série d'actions qui sont je dirais, de quatre ordres. D'abord, évidemment, un gros plan de formation, c'est-à-dire d'aller vers nos adhérents sur l'extrême droite, sur les idées d'extrême droite. Donc on a d'abord une formation confédérale de 4 jours qui est dispensée dans notre centre de formation, qu'on tient 4 fois par an. Ça, c'est pour former des têtes de réseau qui vont être capables d'aller après au plus près sur le terrain, dans les syndicats, pour essayer d'aller au débat. Parce qu'en fait, quand on a fait le bilan de tout ce qu'on avait fait depuis 2011, il y avait déjà des formations, des journées de sensibilisation et tout, mais on s'est rendu compte qu'on touchait des convaincus, en fait. Il ne faut pas qu'on parle déjà aux gens qui sont convaincus de cette lutte-là. Il faut qu'on aille voir ceux qui doutent ou ceux qui ont franchi le Rubicon. Parce qu'évidemment, quand je vous dis qu'on exclut, on exclut des dirigeants, des élus, des mandatés, des gens qui s'expriment très fortement sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je les repère, hein, les gens de la CGT, hein, parce qu'ils ne sont pas très intelligents là-dessus. Hein. Enfin, avec les réseaux sociaux, personne n'est intelligent. Mais je veux dire, j'ai eu des trucs... une fois, une camarade de la CGT faisait des publications Facebook parce que c'est beaucoup Facebook à la CGT qui est utilisé. Voilà, ces espèces qui disparaissent, vous avez, je sais pas, le chimpanzé, la girafe, une 3e espèce animale, 4e, c'est la famille blanche. Voilà. Elle met ça sur son Facebook. On repère, dehors. Parce que là, c'est trop. Par contre, ceux qui tiennent des discours, ouais, il n'y en a que pour les immigrés, ils ont des aides sociales, ils ont aussi... Ah, finalement, Marine Le Pen a dit comme nous, elle est contre la retraite à 64 ans, etc. Là, on va au débat. On ne va pas exclure tout de suite tout le monde, hein, faut pas non plus. Voilà. Donc, c'est cette formation de 4 jours, des journées de sensibilisation de 1 à 2 jours qu'on dispense. Moi, je vais partout en France. Hein, donc, par exemple, avant les européennes, je suis allé au contact, j'ai formé 600 camarades ou sensibilisé 600 camarades. Je serai, par exemple, en février dans une centrale nucléaire au contact des adhérents CGT parce que les centrales nucléaires sont un lieu où le RN est très fort.
Voilà, ce sont partie des lieux un peu emblématiques du vote Rassemblement national, qui sont pourtant des bastions de la CGT. Voilà, donc il y a ce côté formation, sensibilisation. On a mis en place une veille, évidemment, enfin plusieurs sortes de veilles, et c'est pour ça que là, les contacts, les collaborations, les coalitions qu'on peut construire, comment Street Press nous aide, comment on a travaillé avec Street Press sur Béziers, par exemple. Vous savez qu'il y a toute une enquête qui est sortie sur Béziers. Il se trouve qu'à Béziers, le secrétaire FO est dans la majorité de Ménard. Le secrétaire FO qui est secrétaire de l'hôpital. Hein. Et c'est pas le seul, bien sûr. Et ça, c'est on va dire voilà, avec Street Press, et ça sert à ça de pouvoir lutter ensemble aussi. Donc une veille parce qu'il faut savoir ce qu'ils votent, il faut pour démonter leur imposture sociale, de faire croire qu'ils sont les candidats du peuple, etc. Donc on est obligé de les suivre. C'est aider les camarades qui se retrouvent dans des départements où tous les députés sont Rassemblement national. J'étais dans le Gard il y a 2 semaines. Tous les députés du Gard sont Rassemblement national. Vous faites quoi quand vous êtes syndicaliste, que vous devez vous adresser à votre député parce que voilà, il y a une usine qui ferme, il y a ça, l'usine ferme, le député du coin veut venir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte le député RN? Ben non, on n'accepte pas le député RN. Mais c'est compliqué sur le terrain. Quand vous avez 200 mecs qui vont perdre leur boulot, c'est compliqué. Voilà. Donc il y a tout ce travail-là de veille des collectivités dirigées par le RN et tout. Nous, on est en face parce que là, par contre, évidemment, le syndicat CGT Béziers, qui est minoritaire, mais qui est en offensive et qui progresse, est obligé d'avoir des contacts avec la mairie. Il représente les agents de la mairie. Donc, il ne peut pas dire, là, moi, je coupe les contacts avec mon employeur. L'employeur étant la mairie, quoi. Voilà, donc ça gère aussi, c'est compliqué. Évidemment, une grosse action à l'international. Ça, c'est très important parce qu'on voit tout ce qui se passe dans les pays européens. Je ne parle pas de l'international plus loin, mais on a vu encore les dernières élections en Roumanie, enfin, dans tous les cas. Donc là, on a un gros travail avec les syndicats belges, la FGTB, les commissions ouvrières espagnoles, la CGIL italienne avec Meloni, les syndicats allemands travaillent avec les transfrontaliers, etc. Nanana, tout ça. Et puis, évidemment, les coalitions qu'on souhaite construire ici, parce que la CGT ne va pas gagner seule ce combat. Et c'est le sens, c'est ce qu'a rappelé Mathieu tout à l'heure, des meetings-concerts qu'on a montés en une semaine à l'occasion des législatives anticipées à République. Il faut absolument qu'on se regroupe dans cette lutte-là. Personne ne doit rester dans son couloir, quoi. Et la CGT ne gagnera pas seule, donc on aimerait bien que les autres syndicats se bouge plus. On y arrive évidemment avec FSU et Solidaire. C'est le sens de Visa. Je pense que vous connaissez cette vigilance initiative syndicale antifasciste qui fait un gros boulot, mais qui ne suffit pas. Parce que c'est pareil, c'est CGT, FSU, Solidaire. Où est la CFDT, par exemple, qui, là-dessus, dans cette lutte contre l'extrême droite, est avec nous, hein. Je n'ai pas de doute sur le fait que la CFDT soit contre l'extrême droite. Mais ça ne se voit pas beaucoup en termes d'action et de mouvement. Voilà ce que je voulais vous dire sur tout ce qu'on fait. Moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant d'études, de travaux comme le tien sur l'extrême droite. Enfin, là, c'est vrai qu'avec leur poussée électorale, c'est un peu le ressort de la même pièce, mais ils sont arrivés à 11 millions de voix, quoi, quand même. Ils sont très, très forts. Donc, je vois les nouveaux territoires de l'extrême droite, quand on est représentant de salariés, c'est aussi maintenant les fédérations, chez nous, CGT, Banque Assurance, qui nous disent les employés des banques sont de plus en plus Rassemblement national. C'est la Fédération Enseignement Recherche Culture qui nous dit il y a de plus en plus de profs d'extrême droite. Enfin, on voit bien que cette gangrène, elle n'est pas que sur des ouvriers ou des artisans, des employés, etc. Donc il faut qu'évidemment on monte en gamme dans ce combat et on est aidé pour ça par des chercheurs, des sociologues. Je pense au bouquin de Félicien Faury sur le Sud-Est, je pense aux travaux de Cocard sur le Nord-Est. Enfin voilà, il n'y a jamais eu autant de travaux sur l'extrême droite. C'est d'ailleurs très dur de tout suivre hein, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et voilà. Et nous, notre objectif à la CGT, c'est de monter des coalitions
pour que localement on puisse, et c'est ce qui se passe avec le mouvement associatif. Il y a une grande réunion de programmée avec la Ligue de l'enseignement la semaine prochaine. On a des projets sur 2025 qui doivent être pour nous locales. C'est des projets de territoire qu'il faut. Il ne faut pas que ça reste une lutte parisienne. Enfin, c'est jamais une lutte parisienne, mais c'est ce qu'on a un peu le débat qu'on avait avec les meetings-concerts. Comment toucher les régions, comment toucher tout ça. Et il faut absolument qu'on arrive à progresser sur cette question. Bon, moi, je suis très, très fier là-dessus. Hein. Il y a plein de domaines dans lesquels je ne suis pas forcément fier de la CGT. Mais sur celui-là, je pense qu'on a mené le boulot, on le mène toujours. Mais il ne faut pas qu'on reste seul parce que sinon, on ne va pas le gagner. Voilà. Merci. Du coup, peut-être avant de vous laisser vous poser des questions, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là, moi j'ai peut-être une question à chacun. La première, du coup, c'est tu as beaucoup parlé de ce que c'était l'Action française avant 2020. Est-ce que tu suis toujours les évolutions de l'Action française aujourd'hui? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est toujours le même profil? Parce que aussi tu as raconté l'histoire de ce qui s'est passé avec l'Action française Marseille. C'est une histoire qui s'est répétée récemment. On l'avait raconté dans Street Press avec le départ de l'Action française Rennes vers l'Oriflamme. Il y a eu la même chose à Nantes avec la création de Corsair, qui est aussi un départ d'une section quasi entière de l'Action française. Et pourtant, l'Action française, elle continue aussi aujourd'hui à former beaucoup de futures stars. Bon, on a parlé de Marc, mais par exemple, autre personne qui est passée par l'Action française, c'est Thaïs Descuffon de Génération Identitaire, que je pense dans la salle vous connaissez. Alice Cordier, oui, la présidente des fémos nationalistes de Némésis. Voilà, du coup, est-ce que l'Action française a évolué et est-ce qu'elle est toujours autant un hub de formation pour futurs fascistes, on va dire? J'aurais du mal à répondre à la question parce que ma méthode de travail, ça a été vraiment du terrain, de l'observation, questionnaire et entretien. Donc je ne peux pas suivre aussi bien que je le faisais à l'époque. Une fois de temps en temps, j'ai un coup de fil avec Jean-Baptiste ou bien avec Francis Vanziton aussi, qui a été vraiment le secrétaire général de l'Action française. Mais du coup, je pense que de toute façon, du terrain, de toute façon, je suis grillé, donc ça, je ne pourrais pas en faire. Ce que j'aimerais bien faire, par contre, ça serait refaire passer des questionnaires, parce que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils n'aiment pas dans mes conclusions. J'ai fait aussi passer des questionnaires à des militants identitaires, des entretiens des questionnaires à des militants identitaires. Ce qu'ils n'aiment pas du tout, c'est ce qui ressort des statistiques que je tire de ça, c'est que c'est des gens de milieux très privilégiés. Et ça, ils détestent cette conclusion. Donc moi, ce que j'ai envie de leur demander, mais pour l'instant, je n'ai pas trop le temps, mais ça sera un de mes projets, en plus de ce dont je te parlais tout à l'heure, ça serait faire une grande tournée des groupuscules, faire passer les mêmes questionnaires à peu près à tout le monde. Donc, d'ailleurs, la méthode que j'avais utilisée pour faire passer les questionnaires, il y a quelque chose en sociologie, généralement, on distribue énormément de questionnaires et il y en a très peu qui sont rendus. Mais il y a quelque chose qui est bien, c'est que les groupes d'extrême droite, ils sont super bien organisés et disciplinés. Moi, j'ai eu 100% de questionnaires rendus. Ça donnait, ok les gars, Emmanuel il distribue les questionnaires, vous les remplissez, vous lui rendez dans 20 minutes, go. Et voilà, donc précisément ça a été fait donc, pendant les cercles de formation, c'était la fois où j'avais suivi d'ailleurs le cercle de formation des lycéens un mercredi, donc donné par Jean-Baptiste. Également alors c'était marrant d'ailleurs parce que les petits gars un peu NR de l'AF, ils avaient quand même rendu un peu plus tard les questionnaires, c'était les rebelles. Et donc voilà, mais faire ça, proposer ça, je sais pas, à Raphaël et Emma, aux différents groupes de Lyon, et faire 500, 700, essayer de faire une grosse étude sociologique sur tout le milieu d'extrême droite, en espérant qu'il n'y ait pas des petits malins qui s'inventent des origines, mais je pense pas, parce que c'est pas si facile de comme ça inventer des origines. Je pense que, j'espère qu'il ne me donnerait pas. En tout cas, je pense pas que j'ai eu du mytho. Alors pour les questionnaires identitaires, c'était un peu compliqué parce que les identitaires, j'ai pris contact avec eux de façon très institutionnelle. Et à chaque fois, ils me présentaient des militants. Je faisais des entretiens avec eux, 3-4 militants. 6 mois après, je revenais, je faisais allez, d'autres militants maintenant. Et là, ils me renvoyaient les mêmes. Donc voilà. Donc là, j'ai essayé une autre technique. J'ai fait, je vous fais passer, vous voyez les questionnaires, quand ça s'appelle surveille manqué. Je leur envoyais ça. Donc là, pareil, ils ont été remplis. De toute façon, ça m'a semblé assez réaliste. Mais on ne s'invente pas un grand-père Europe Action. Mais
Voilà, il n'y a pas de présent, je ne sais pas qui est la personne derrière. Donc voilà, moi, ce que j'aimerais bien faire, ça serait faire vraiment une tournée, aller les voir tous au moment qui leur arrange de la semaine, où ils sont réunis, et en tout cas le noyau dur. Et voilà. Donc ça serait pour le coup sociologie très chiffrée, mais ça répondra à la question, sont-ils tous très privilégiés ou non? Est-ce que ça a changé? Parce que c'est possible aussi. Pour le coup, c'est... justement, j'ai eu un vague débat avec, comment il s'appelle, Damien Rieu là-dessus. Et si tant est qu'on peut avoir un débat avec Damien Rieu. Et voilà, et le gars de l'Action française Paris, qui est l'actuel gars qui organise les formations, qui me connaît pas, était non, c'est pas vrai du tout pour l'Action française Paris. J'étais, ouais, ça a changé, on se refait des questionnaires. Et là, hop, pas de réponse. Mais par contre, et là, d'ailleurs, je parlais d'autre chose, c'était le retour que j'ai eu de ces gens-là sur mon travail. Il y a des gens qui apprécient mon travail en fait là-bas, qui trouvent ça intéressant, qui trouvent que ce que je dis c'est vrai, que c'est bien vu, que c'est pas caricatural. Il y a une militante de l'Action française Toulouse par exemple qui m'a dit que les tensions entre les petits plutôt fascistes de l'AF qui sont un peu la groupe des rebelles, un peu à part machin, tout ça je le décrivais très bien et qu'elle s'était vraiment reconnue là-dedans, donc dans des choses qui s'étaient passées à Toulouse quelques années après. Elle est super motivée par exemple. Et bon, ce qui est bien, c'est que de toute façon, ceux que j'ai connus, Ève, Jean-Baptiste, ils sont assez haut placés à l'EF. Donc pour l'EF, ça, j'aurais pas de souci, parce que j'ai des soutiens institutionnels, peut-être pas pour faire du terrain, mais en tout cas pour faire des entretiens, des questionnaires. Sur les autres, après, s'ils veulent pas qu'on voit quelle est leur composition sociale, c'est un peu chelou aussi, c'est dommage. Peut-être qu'ils ont un truc à cacher, je sais pas. Mais les identitaires, ça donnait vraiment cette impression, en tout cas. En tout cas, l'Action française a ce discours, on n'a rien à cacher, ce qui est un peu surprenant, mais des données qui sont complètement dans les normes de leur milieu social, ils considèrent que rien de ce qu'ils font n'est honteux. En fait, ils sont fidèles à leurs propres valeurs, donc effectivement, oui, de ce point de vue-là, ils n'ont rien à cacher à eux-mêmes, aux autres apparemment non plus. Mais voilà, du coup, en tout cas, pour répondre à ta question... Voilà, j'aimerais lancer un grand projet de retravailler un peu de façon différente sur ce que j'appelle l'extrême droite radicale, le milieu FAF. Voilà, mais de façon un peu différente. Je pense que mes conclusions de terrain, je les ai faites. Et voilà, mais effectivement, est-ce que ça a changé? Oui, l'Action française dit toujours oui. Alors à l'époque, on était très aristo et tout. Maintenant, c'est plus tout le cas. On a beaucoup de gens des classes populaires qui sont arrivés, etc. Moi, personnellement, j'y crois pas beaucoup. Je veux dire, si c'est possible qu'ils arrivent et puis après qu'ils partent. Donc voilà, parce qu'effectivement, il y a des gens qui viennent à l'Action française et qui ont un profil pas si Action française que ça, qui généralement se retrouvent ailleurs ou abandonnent la politique. Il y a un turnover très rapide. Les générations politiques s'enchaînent vite. Il y en a qui restent longtemps et il y en a qui restent 2 mois. Hein. Donc oui, forcément, de ce point de vue-là, ça change. Les locaux ont été refaits aussi apparemment depuis. Donc voilà, je pourrais parler pendant des heures. C'est important aussi de préciser que le fascisme n'aime pas beaucoup le journaliste, mais par contre, ils aiment bien les sociologues, un peu plus quand même. Il y a pas mal... Enfin, encore une fois, ça dépend des chapelles idéologiques, mais ils ont quand même un petit peu plus tendance à répondre aux sociologues qu'aux journalistes. C'est aussi pour ça que le travail des sociologues, en plus de la rigueur universitaire, qui est quand même très importante, c'est aussi utile pour nous, puisqu'en parlant à des sociologues, on peut accéder à des informations et surtout voir un modèle se dessiner un petit peu plus que ce à quoi on peut avoir accès, c'est-à-dire souvent au niveau des groupuscules, pas grand-chose de ce qu'ils veulent bien nous donner, on est obligé de chercher par nous-mêmes, quoi. Du coup, ma question pour Emmanuel aussi. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il y avait un très fort vote RN dans les centrales nucléaires. Est-ce qu'il y a des explications à ça? Est-ce qu'il y a une raison sociologique, politique, parce que par exemple le RN est un parti qui est très pro-nucléaire, est-ce que ça joue? Vous savez qu'à la CGT on est aussi pro-nucléaire, hein. Ce qui n'est pas mon cas personnel par exemple. La CGT a beaucoup d'avis différents, mais majoritairement oui, je pense que si le RN était totalement anti-nucléaire comme les écolos, ça le ferait pas. Mais je pense que l'origine ne vient pas de là. L'origine ne vient pas de là. Je pense qu'on est dans un milieu très fermé qui a perdu quand même beaucoup des avantages qui étaient les avantages qui étaient ceux d'avant. Avec, vous savez qu'il y a un gros problème dans les centrales nucléaires, c'est que par exemple ceux qui vont nettoyer les cuves, etc., ne sont pas les salariés des centrales nucléaires. On va envoyer des intérimaires. C'est ceux-là qui se prennent
les radiations. Les salariés statutaires ne prennent pas de radiation dans les centrales nucléaires. Hein. C'est un peu, voilà, il y a deux mondes dans une centrale nucléaire. Donc non, moi je vais le découvrir. J'ai pas de raison particulière. Alors ça fait partie d'un des de métiers à statut, à très fort statut. J'ai quelques alertes aussi, par exemple, sur les marins. Pas les marins pêcheurs, hein. Les marins des compagnies CMA, CGM, tout ça, les grands cargos, quoi. Il semblerait qu'on ait pas mal de RN aussi dans cet endroit-là. Voilà. Mais j'ai pas de... Il faut que j'y aille. Je vais y passer 2 jours, si vous voulez, vous me réinvitez et je vous dirai pourquoi. Bon, après, c'est pas le seul secteur, hein, évidemment. La métallurgie, par exemple, c'est très, très compliqué. Dans les usines automobiles, c'est très compliqué. Voilà. On a une section, par exemple, de Renault Truck, je crois que c'est dans l'Isère. On a eu un souci, c'est une grosse section avec 120 syndiqués. On nous dit que plus de la moitié des syndiqués votent Rassemblement national et que le délégué syndical ne sait plus quoi faire. Donc là, c'est-à-dire il faut aller là-bas, essayer de faire du ménage tout en essayant d'expliquer. Enfin voilà. Donc il n'y a pas de... je pense qu'il y a un truc sur ces métiers à statut qui perd beaucoup, petit à petit. Hein. La RATP, c'est différent. Les cheminots, là, c'est la SNCF. La RATP, il y a des soucis, mais qui sont plus liés aux embauches de populations racisées. Heureusement, la RATP a changé au niveau sociologique, mais il y a eu beaucoup de syndicalisme que j'appellerais communautaire. Voilà, des syndicats qui ont voulu surfer sur les nouvelles populations racisées qui ont été embauchées sur les lignes de bus en région parisienne. C'est la question des salles de prière qu'on a à la RATP, des choses comme ça. Voilà, donc il y a des... C'est aussi au niveau des métiers à statut qui sont en train de beaucoup perdre. Là, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur la SNCF. La SNCF, c'est 35% encore CGT. Vous avez vu tout ce qui est en cours, privatisation du fret, privatisation des lignes. On va envoyer les salariés en perdant leur statut, etc. Tout ça, c'est des gens qui sont propices à aller vers le RN. Voilà. Et je pense qu'il y a un aspect comme ça sur les centrales. Peut-être plus en plus avec centrales nucléaires, c'est des milieux très très fermés. Donc ça, il faudrait que je vois, est-ce qu'il y a une spécificité liée à ça? Et puis après, il y a un combat qui n'est pas mené. Pour moi, cette centrale nucléaire, si j'y vais, parce que le combat n'est pas mené par les délégués syndicaux CGT qui n'osent pas évoquer cette question et qui nous appellent à l'aide. C'est pour ça que j'y vais. C'est l'exemple quand je fais une journée de formation dans le Val d'Oise pour les camarades du Val d'Oise. J'ai une 40aine de personnes, hein, j'ai des jeux de rôle, j'ai tout, je fais des petits jeux pour pas que ce soit que descendant. Évidemment, les formations ont changé aujourd'hui. Donc j'ai une camarade qui est secrétaire de section d'un des grands hôpitaux du Val d'Oise, participe à la journée, plutôt motivée et tout, fait ses jeux de rôle, nickel et tout. À la fin de la journée, elle tombe en pleurs au moment des conclusions et elle nous avoue que de toute façon, elle n'ira jamais là-dessus, dans l'hôpital, sur cette lutte contre les idées d'extrême droite, parce que sinon, elle perd des cartes et elle perd les élections. Et ça, c'est évidemment le pire pour nous, quoi. Parce que comme je vous ai dit, nous, on s'en fout de perdre des cartes ou des élections sur cette question. Enfin, la direction de la CGT. Après, quand vous êtes élu du personnel depuis 10, 20, 30 ans, que perdre les élections, ça veut dire retrouver le travail, c'est ça derrière. Et c'est pas le travail qui nous fait peur, c'est quand vous avez été militant syndical pendant 20, 30 ans. Moi, je le vois, hein, je suis journaliste, mais je suis journaliste depuis 24 ans. Chez Prisma Media, j'ai pas évolué en 24 ans. Ma dernière augmentation de salaire individuel, elle remonte à 2015. Voilà, on sait comment on est traité quand on est CGT dans les boîtes. Donc c'est très compliqué de revenir au travail. Et donc je pense qu'il y a cet aspect-là pour les délégués qui se disent « Ouh là là, si je vais commencer à aller sur cette question de l'extrême droite, je risque de perdre et donc je risque que ma situation à moi soit aussi remise en cause, quoi, et en question. » Après, on n'a pas eu trop je termine là. Quand la CGT a décidé d'appeler à voter, alors ça a été un peu caricaturé par les médias. On a appelé à voter pour les idées du Front populaire, du nouveau Front populaire, évidemment contre l'extrême droite. C'est plutôt bien passé, mais on a eu quand même
quelques difficultés pour faire passer ça, hein. Il y a des syndicats qui nous ont dit, mais nous, on doit être neutre politiquement. On n'a pas à rentrer sur cette thématique, on est un syndicat. Et là, ils oublient qu'effectivement, on a une charte d'Amiens, hein, qui est un des très vieux textes de la CGT, qui dit que le syndicat doit être indépendant des partis, mais pas neutre politiquement, évidemment. On n'a pas à appeler pour un tel ou à voter pour un tel ou un tel, mais on a à s'exprimer sur la situation politique. Et évidemment, lutter contre l'extrême droite. Et ce qu'il faut beaucoup dire, et je m'arrête là, et c'est un peu le sens que je vais tenir dans les centrales nucléaires ou dans des milieux ouvriers, quand je vais dans des usines, je leur dis, mais les gars, enfin, c'est souvent des mecs, hein, je suis désolé, je dis les gars, mais là, c'est vrai que j'ai affaire souvent à des mecs dans ce type de population, surtout de militants CGT, parce que la féminisation prend du temps. Je leur dis, mais l'extrême droite, elle arrive au pouvoir, les premiers qui vont viser, c'est nous, évidemment. Et ça, c'est toute l'histoire qu'on a avec l'extrême droite. Je vous rappelle, l'extrême droite, en 96, ils essaient de faire le FNRATP. On est obligé d'aller en cassation pour faire interdire tout ça, etc. Il y a un entrisme très fort tenté par le Rassemblement national au niveau des syndicats. Et on sait ce qui pêche. C'est FO, c'est l'UNSA, c'est la CGC. Voilà. Et c'est ça qui va plus. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à avoir des représentants syndicaux Front RN, quoi, et d'extrême droite. Et ça, il faut le gagner. C'est l'exemple de Béziers, hein. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de le... Voilà. Sur Béziers, le sujet, c'est donc une enquête qu'on a publiée en février de l'année dernière, où je suis allée donc en reportage à Béziers pour raconter comment le représentant, enfin le boss de la section hôpital, enfin la section FO à l'hôpital de Béziers, et aussi élu, etc., était conseiller, enfin, est toujours conseiller municipal de la majorité de Ménard depuis 10 ans, et qu'en fait, en y allant, je me suis rendu compte que l'entièreté de la section locale de FO roulait complètement pour Ménard. Et quand je leur ai dit, mais ça vous pose pas de problème de rouler juste pour un maire d'extrême droite, ils m'ont répondu, mais en quoi est-ce que Robert Ménard est d'extrême droite? Non, il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'étais un petit peu scotché. Bref, sur les questions de la salle, est-ce qu'il y a des, enfin, la salle, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. La première, c'est toujours la plus dure, mais on est aussi entre nous. C'est aussi pour ça qu'on a fait le club. C'était pour ça. Voilà. Première question. Après, normalement, une fois que quelqu'un a le courage de poser la première question, après, ça se débloque. C'est comme se servir face à un buffet, il n'y a pas de problème. Je brise la glace. Merci beaucoup pour les présentations. Ça m'interpelle. Donc, je m'appelle Tara, j'ai plusieurs casquettes, mais je suis aussi cofondatrice d'un collectif qui s'appelle Démocratiser la politique, où on travaille sur la représentation des personnes de classe populaire en politique. Je pourrais avoir un millier de questions liées au sujet que vous portez, mais je réfléchis, moi, aux freins en fait, des personnes qui pourraient ne pas avoir envie de donner la place. Et en fait, ce que vous venez de dire m'a interpellée. C'est-à-dire sur le fait que même si au niveau national, il peut y avoir une volonté de se dire on s'en fout, on perd des cartes, en fait, il y a un coût personnel. Donc, et ça, c'est des trucs qu'on néglige parfois. Or, je pense que c'est une clé, mais phénoménale. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à, du coup, des solutions autour de ça, ou comment amoindrir le coût, trouver quelque chose qui permet de prendre ça très au sérieux pour qu'il puisse y avoir une issue? Alors, tu sais qu'on est, nous, on est régi par la loi sur la représentativité, hein, qui est une loi de Sarkozy de 2008, qui en fait fait que maintenant, quand vous êtes un syndicat dans une entreprise, il faut être représentatif. C'est-à-dire que si vous ne faites pas 10% des voix, vous disparaissez de taux, déjà. Vous n'êtes pas délégué syndical, vous n'êtes plus rien. Après, donc, vous faites élire au CSE, ce qui s'est substitué au CEDP, comité d'entreprise, le CSE. Et vous êtes élu au CSE en fonction des voix que vous obtenez. En fait, la difficulté, c'est que si vous n'êtes plus élu, nous, derrière, en tant que national, on peut leur trouver des mandats, si tu veux, mais ça va être des mandats pour quelques-uns, les têtes de réseau. On peut leur trouver des désignations à gauche, à droite. Nous, par exemple, syndicat de journalistes, on a une réserve qui est ce qu'on appelle les conseils pédagogiques des écoles reconnues,
par la profession. Il y a 14 écoles reconnues pour la profession de journaliste. Ils ont tous des conseils pédagogiques. Ces conseils pédagogiques vont donner 2 jours de délégation aux gens. Délégation, donc c'est 2 jours pour faire une activité syndicale ou quoi, en plus du travail, enfin à la place du travail. Mais on a très peu de postes pour ça. Donc c'est ça le problème. Donc en fait, c'est plutôt de dire aux camarades, il faut affronter la situation. Il faut l'affronter, mais pas seul. C'est là où nous, on vient en aide. Voilà. Mais il y a des fois, ça passe par le retour au travail. Donc après, c'est aussi aménager le retour au travail, des discussions avec l'employeur. Et d'ailleurs, que ce soit pas sur l'extrême droite ou autre, hein, on peut perdre les élections quand même il n'y a pas d'extrême droite ou de RN. La CGT perd des élections, elle en gagne. Et c'est toujours très dur parce que vous êtes marqué. Vous êtes marqué CGT. Et ça, on revient à des trucs qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite. C'est que, évidemment, dans une entreprise, il vaut mieux être élu CFDT ou CGC. Voilà. Ou UNSA. Le patron, il préfère. La CGT, c'est pas bon. C'est pas bien. Voilà. Moi, si j'ai l'ampleur que je peux avoir dans ma boîte Prisma Media, c'est parce que la CGT, on est majoritaire depuis 2000. Ça fait 24 ans qu'on tient les instances représentatives du personnel de Prisma Media. On fait 57% des voix. On est le village gaulois chez Bolloré. Chez Vivendi, tout est tenu par des syndicats réformistes. CFDT, Canal+, c'est un syndicat qui s'appelle Plus Libre, affilié à l'UNSA, un truc totalement irréel. Voilà. Donc, la difficulté qu'on a, c'est que si tu veux camper sur un syndicalisme, je vais employer les grands mots pour quand même un peu, de lutte, de classe et de masse, tu prends des risques, tu prends tes risques. Et nous, en tant que militants, on sait qu'on prend les risques, normalement. Voilà. Mais après, c'est les accompagner. Hein. Bon, après, cette camarade, par exemple, de l'hôpital, on a entamé toute une action pour aller aider la section de l'hôpital, voir ce qui... Parce que c'est pas... Parfois, c'est aussi... ils s'auto-conditionnent, quoi. Je suis allé dans la Meuse. La Meuse, c'est terrible. C'est un truc on a l'impression qu'il n'y a que du Rassemblement national dans la Meuse. Bar-le-Duc et tout, c'est des trucs. Donc moi, je suis à l'Assemblée générale des syndicats CGT de la Meuse. Je commence avec mon discours contre l'extrême droite. Vous avez vu, je suis assez bon, ça va. Puis là, les mecs, ils me disent, non, mais c'est beaucoup de mecs. Ils me disent, 70% des adhérents de la Meuse sont Rassemblement national. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils n'ont pas fait de sondage. C'est pas vrai. Et les militants que j'avais face à moi, mais ils se sont dit, ça y est, tellement ça a gangréné la société, tellement il y a l'influence médiatique, etc., qu'on est... voilà. Mais c'est une très bonne question que tu poses, mais on n'a pas forcément beaucoup de moyens de leur donner des alternatives. Bonsoir, merci beaucoup. Je m'appelle Pierre, je suis médecin, je n'ai pas d'engagement à part la CGT, mais juste comme adhérent. Moi, j'avais juste une question, parce que du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on parle de l'extrême droite, mais dans 2 milieux radicalement différents, parce que j'imagine qu'il n'y a rien à voir entre un adhérent CGT qui vote RN dans la Meuse et un militant de l'Action française parisienne. Et du coup, je voulais savoir, d'après vous, quel était le lien finalement entre les deux ? Est-ce que c'est juste la question du racisme ou de la question de cette lecture un peu identitaire et raciale de la France que partage le RN et finalement l'extrême droite traditionnelle héritée du 19e siècle comme l'AF? Ou est-ce qu'il y a une autre explication d'après vous? C'est pas une question facile, mais juste une ouverture. Merci beaucoup. Je vais commencer, puis en plus j'ai une question pour toi qui a en plus un rapport dedans, donc ça tombe vraiment bien. Il y a un mépris énorme des militants de cette extrême droite radicale pour les lecteurs du Rassemblement national. Beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'employés, quand on regarde les statistiques. C'est un mépris de classe. C'est un mépris politique, en fait, aussi, de l'initié envers le non-initié. Ils ont un terme pour désigner les lecteurs de base du RN. Ils appellent ça le natio-bouffe. Et il est gros, il est moche. C'est un peu aussi lié à... je ne sais pas si vous connaissez un peu tout le côté jeuxvideo.com avec leur analyse un peu sociologique, cynique sur le French Dream et compagnie. Donc c'est vraiment ça. C'est le gros beauf qu'il faut convaincre. Alors il y a un autre terme aussi qu'ils employaient à l'AF. C'était Madame Michu. Il faut parler à Madame Michu.
Donc voilà, ils considèrent ça, comme du bétail. Il y a une sorte de paradoxe parce que d'un côté, ils vont se considérer comme l'aiguillon d'un peuple qu'ils aiment, mais ce peuple qu'ils aiment, ils le rêvent, hein, de Français avec des bérets qui font des fêtes populaires, le feu de la Saint-Jean et compagnie. Et du coup, le peuple, dans sa réalité, il le déteste. Donc voilà, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté, il y avait un discours à la F qui, je pense, n'était pas suivi, mais peut-être que si, qui disait engagez-vous, les gauchistes s'engagent partout, ils sont présents dans la société, ils sont dans les AMAP, ils sont présents dans les associations, faites pareil, allez-y, allez dans les syndicats, allez à Force ouvrière. Le truc, c'est que quand on travaille comme cadre supérieur, Force ouvrière, je vois pas trop le rapport, mais du coup, je suis pas sûr qu'ils y vont vraiment. Mais voilà, le rapport, c'est ça, c'est un rapport de domination envers un autre absent, en fait, parce que c'est des gens urbains. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est plutôt dans Zemmour que ces gens se retrouvent. Zemmour un peu détaché, ça, c'est intéressant. Si on regarde l'électorat de Zemmour, il est beaucoup plus diplômé, beaucoup plus urbain, beaucoup plus classe supérieure. Et du coup, ça leur va beaucoup mieux, Zemmour. Et le RN, alors ils aiment bien d'un côté être le parti le premier parti de France, comme ils disent, hein, même si dans le Royal, il y a quand même cette phrase « le nombre est un tyran stupide ». Mais voilà, pour répondre, le rapport, c'est ça, c'est un mépris qui est une continuation du rapport, pour le coup, que l'aristocratie et que les classes dominantes ont pour le reste de la population. Mais je dirais en plus particulièrement cynique, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'humour noir, et qui fonctionnent, je redis encore une fois le mot mépris, qui fonctionnent, alors ils se méprisent les uns les autres, ça vous l'avez compris. Ils méprisent les gauchistes, ils méprisent les femmes, ils méprisent les homosexuels, ils méprisent les noirs, ils méprisent tout ce qui n'est pas eux. Ils se considèrent comme super badass, et ce qui est très drôle pour des gens qui ont peur de traverser le périph'. Donc il y a vraiment un paradoxe. Enfin, ils sont là, ils sont dans le métro, ils jugent, ils regardent à voix basse et tout ça, parce que forcément, vu que leur local il est rue Croix des Petits Champs, ils doivent quand même prendre le métro à Châtelet. Donc là, il y a un moment qui est horrible pour eux, quoi, ou aussi badass qu'ils soient. Enfin, ils ont peur dans le métro, quoi. Enfin, c'est trop rigolo, comme quand on avait 12 ans. Enfin, bref. Et voilà, quoi. Donc voilà, c'est par ça qu'ils réagissent, en fait. Et je pense que ça traduit un malaise aussi, hein, le fait c'est des gens très mal à l'aise en dehors de leurs milieux sociaux. Ils sont passés par le privé. Du coup, ils ont des codes très particuliers. Après ça, éventuellement, alors, du coup, ils se retrouvent à la fac, donc ils sont isolés. Donc, du coup, là, pour le coup, ce qui a pas mal remédié à ça, c'est la cocarde. Ça permet de se rassembler entre eux. Mais à l'époque, il n'y a pas trop la cocarde. Donc, ils sont le mec sans amis à la fac. Donc, voilà, qu'il y a tout ce côté-là. Mais bon, s'ils ne sont pas d'amis, c'est juste parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Donc, ouais, je peux vous voyez un peu le côté Jordan Peterson et tout. Il y a un peu ce genre de mentalité qui, surtout à la F, ressort pas mal. Mais voilà, c'est ça le rapport mépris. Puis j'imagine plus tard, quand ils progressent dans le monde du travail, c'est ce que j'ai pas vu, domination aussi sur les autres, quoi, ça. Mais vu que c'est des gens qui vont être haut placés dans les bureaux, ils sont même pas trop en contact avec la base. Et ils ont aucune idée de ce que c'est, pour le coup. C'est pour ça, c'est drôle, à chaque fois qu'il y en a qui fondent des entreprises, ou par exemple, vont faire du vin, viticulteurs, ils se déguisent en français, je sais pas si vous avez remarqué ça, ils mettent des bérets, des chemises à carreaux et tout. Et voilà, parce qu'ils en ont absolument jamais vu de leur vie. Et quand ils les voient, ils les détestent, quoi. Ils les méprisent, c'est des beaufs, c'est vulgaire. Hein. C'est là qu'on la conception. Ils ont une double conception. Imagée, le peuple français est un peuple magnifique, ses traditions, ses machins. Et pour ce qu'il est en vrai, les Français sont vulgaires, ils ont des tatouages moches, etc. Ils ont une double pensée, comme dit George Orwell, qui est absolument surtout, hein, parce qu'il y a toujours une pensée mythique, mythologique, et il y a la réalité des choses. Alors sur eux, vu qu'ils essayent au maximum de rejoindre le mythe, qu'ils y travaillent à fond, ça va. Mais ils essaient toujours de compenser l'écart entre ce qu'ils veulent être et ce qu'ils sont vraiment. Mais les Français s'en foutent. Alors d'ailleurs, c'est intéressant si on regarde Frédéric Mistral, par exemple, qui était un précurseur, un maître à penser de Charles Maurras. Frédéric Mistral, c'est un poète provençal qui a beaucoup contribué à faire un Provençal rénové et à faire renaître des identités régionales. Donc c'est un pré-anti-jacobinisme qui est un peu précurseur de l'anti-jacobinisme de Charles Maurras.
Et dans son recueil de poèmes le plus connu qui s'appelle L'eau, c'est en provençal les oliviers, donc au niveau de... Bref. Et il commence en disant que c'est dédié ou qu'il remercie toutes les jeunes filles qui ont mis la tenue provençale au fait cet été. Donc en fait, on déguise le peuple en ce qu'il est censé représenter. Là-dessus, il y a des travaux très intéressants sur les identités nationales et régionales. Je pense au travail d'Anne-Marie Thiès. Et Anne-Marie Thiès explique donc d'où nous viennent toutes les traditions qu'on connaît, le triskel, c'est un peu plus récent, les habits régionaux et compagnie. C'est au 19e siècle, des gens beaucoup issus en fait plutôt de la bourgeoisie, la bourgeoisie à ce moment-là a besoin dans toute l'Europe d'appui, de se légitimer contre la monarchie et contre les aristocraties, et du coup il leur faut une légitimité populaire. Et là-dedans, légitimité populaire, il faut que le peuple soit un peu plus stylé que tel qu'il le voit, tel que les aristocrates le voient, des gens qui sont dans des huttes toutes moches, qui travaillent la terre et qui ont les mains sales. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On invente les traditions, on invente les contes, on invente les danses populaires, donc c'est les frères Grimm. Qu'est-ce qu'ils font? Il va y avoir des cercles bourgeois à l'époque. Donc par exemple, en Normandie, ça va être la Société des antiquaires normands. Voilà, une tonne cercle celtique, je crois, en Bretagne, etc. Enfin, je renvoie aux travaux d'Anne-Marie Thiès pour plus de détails. Mais du coup, ces gens-là vont mandater généralement des jeunes poètes sans le sou, un peu bohèmes, en disant vas-y, trouve-nous un conte populaire, trouve-nous une. Et ils vont le faire, ils vont y aller, ils vont demander à des gens, poser des questions, inventer quand ils trouvent pas. Et du coup, c'est comme ça que vont être inventées les tenues régionales et tout. Ça va être inventé à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a cette bourgeoisie qui, en fait, essaie de déguiser comme elle peut le peuple. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment exactement ce qui est dit dans l'introduction de Frédéric Mistral. Merci aux jeunes filles qui ont bien voulu jouer le jeu en se déguisant pour être jolies, pour bien aller avec mes poèmes, quoi. Donc il y a vraiment ce côté-là avec une dimension. Je reviens sur la dimension esthétique et artistique. L'idée que la société, donc déjà, il y a une idée profonde que les peuples ont une âme. Ça, c'est une idée qui vient de Werder, mais qui a flotté différemment dans différentes courants d'extrême droite. Et qu'il doit être conforme à cette âme, que cette âme est en train de disparaître toujours, donc, dès le 19e siècle, à cause de la modernité, à cause de l'industrie, etc. Et je vais finir là-dessus. Voilà, qu'il faut la faire renaître et que le peuple doit se réveiller à lui-même. Et du coup, il faut déjà inventer quelle est cette âme, la travailler, qu'est-ce que c'est, et ensuite créer ce peuple. Il y a une phrase de Mussolini où il dit le dirigeant est tel un artiste qui travaille le peuple avec un marteau et un burin, il enlève l'excédent pour lui donner sa forme parfaite. C'est à peu près ça la citation. Goebbels dit des choses à peu près pareilles. Donc voilà, de même, il faut... comment ça s'appelle? C'est Éric Michaud qui a écrit un bouquin sur le nazisme qui s'appelle « Nazisme, un art de l'éternité », qui dit pour les nazis, la race aryenne n'était pas tant quelque chose qui s'était passé dans le passé que quelque chose à créer, avec des débats du coup pour la définir. Est-ce qu'elle est germanique, est-ce qu'elle est grecque, etc. Qu'est-ce qui est le plus cool? Parce que c'est beaucoup ça la question. De même, est-ce que c'est le plus cool d'être un gudard? Quel est le plus joli? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un blouson de cuir ou un caban? C'est les mêmes questions. Est-ce que c'est plus cool de venir de berbère germanique avec des yeux comme Odin ou de grec un peu raffiné? C'est des débats qui ont un fond très esthétique. Et ça, ce que je dis, des gens comme Alain de Benoît, comme Dominique Vénère le disent explicitement. Hein. Dominique Vénère, donc, qui est un historien entre guillemets d'extrême droite, lui-même dit l'historien est un poète. Et du coup, partant de là... le peuple européen descend de 40 000 ans des steppes du nord de l'Hyperborée, etc., etc. Voilà, on prend l'histoire la plus sympa à raconter, et le reste... Donc voilà, quel est le rapport? Le peuple devra faire un peu d'effort pour être aussi cool que d'un texte de Dominique Vénère. C'est un peu ça la réponse, quoi. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à raconter aussi. Ouais, non, nous, juste là-dessus, on a un peu changé là ces derniers, depuis un peu avant les législatives anticipées, dans nos campagnes, formations, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, on était beaucoup allé axer sur l'imposture sociale du Rassemblement national, hein, entre la différence entre le discours, les actes, qu'évidemment il n'était pas pour la retraite à 60 ans, que c'était faux, etc. Ils n'ont jamais voté l'augmentation du SMIC.
Ils veulent pas qu'il y ait un conditionnement des aides aux entreprises. Ils veulent surtout pas d'augmentation des cotisations sociales, etc. Donc on était plutôt, on s'était dit il faut aller là-dessus, etc. On a aidé d'ailleurs toujours par les travaux de sociologues, de chercheurs. Et là, je pense à l'étude de Félicien Faury sur le Sud-Est, même celle de Cocard, etc. sur le Nord-Est. On s'est rendu compte que quand même, la question du rejet de l'autre, du racisme, était très, 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 très prégnant dans ce vote-là, et qu'il fallait qu'on remette le paquet là-dessus. Donc là, on est en train de réorienter fortement, en sachant que, par exemple, au moment des législatives, et d'ailleurs, il y a eu une déclaration des 8 syndicats, hein, donc ce qui est dingue, c'est que même FO signe un truc comme ça, et que après, ils font rien. Donc il y a eu une déclaration disant, après les législatives, les organisations syndicales, en gros, se réjouissent de la défaite, sans parler d'extrême droite, mais des idées, de rejet, etc. Et décident ensemble d'une grande campagne contre le racisme dans les entreprises, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu une libération de la parole raciste entre européennes, législatives, et c'est vrai, ça, nous aussi, on l'a constaté. Bon, évidemment, pour l'instant, rien n'est mis en place. On galère avec les autres, mais bon, on va y arriver. Hein. C'est pas avec ceux qui voudront le faire. Moi, je viens du Gard. Je viens du bassin minier, la Grand-Combe, à l'Est, qui était un bassin minier de charbon. Mon grand-père était mineur de fond. Ce sont des territoires qui étaient communistes. À l'Est est resté communiste jusqu'en... Bon, ça fait longtemps que ça ne l'est plus. Hein, jusqu'en 89, je crois, ou 83. Mon grand-père est mort depuis très longtemps. Les mines sont arrêtées depuis le début des années 80, etc. Et il y a toujours cette idée, mais les communistes votent RN. Mais non, ils sont morts, ces communistes-là. S'ils étaient mineurs, ils sont morts. C'est leurs petits-enfants, leurs enfants qui votent RN, mais qui n'ont jamais été sociabilisés dans un milieu, entre guillemets, communiste ou cégétiste. Ce monde-là est déjà mort. Donc oui, c'est pas parce que vous êtes petit-fils de militants communistes qui étaient mineurs que vous n'allez pas pouvoir voter RN. Enfin, on n'a pas de baguette magique sociologique pour dire communiste tu as été, communiste tu resteras, ou cégétiste tu as été, cégétiste tu resteras. Donc faut arrêter avec cette image de dire ah bah, le RN ils ont récupéré tous les communistes, mais ça fait 20 ans que les communistes sont à 3%. On va arrêter de nous embêter avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, ça se saurait si les communistes avaient encore un poids dans la société française. J'ai rien contre le Parti communiste, j'ai pas de souci, hein, j'ai rien contre aucun parti à gauche de l'échiquier, je ne veux pas rentrer dans ces batailles-là. Mais c'est pour vous dire, c'est toujours cette image-là qu'on nous ressort. Évidemment non. Moi, j'ai de ma famille, ils votent tous RN dans ma famille. Voilà, c'est comme ça. Bon, pour l'instant, je leur parle plus. Là, je vous ai dit, il faut aller convaincre, mais il y a des moments, c'est compliqué. Surtout que c'est des gens, et c'est là on peut se demander. Hein, et donc moi, c'est une partie de ma famille qui a déménagé, qui allait à Toulon. Donc là, en fonction on parlait tout à l'heure de le Sud-Est, par exemple. Le Sud-Est, ça fait 40, 50 ans, on pourrait dire depuis la fin de la guerre d'Algérie qu'il est travaillé par l'extrême droite. C'est déjà l'arrivée des pieds noirs, quoi, qui ont infusé dans cette partie du territoire quand même. Sur les Arabes, c'était pas joli, même quand j'étais gamin, quoi. Enfin bon. Donc ça reste, c'est prégnant. C'est des gens qui ont refait leur vie. Moi, par exemple, mon cousin, il travaillait dans les sous-marins à la base navale de Toulon. Il est parti en retraite à 52 ans parce qu'il était plan amiante négocié par la CGT. Parce qu'il a été au contact de l'amiante. Il a eu sa retraite à 52 ans. Il a été militant CGT. Il vote RN. Voilà. Donc c'est là où on se dit qu'on a raté quelque chose, nous, en tant que CGT, sur cette époque-là de basculement, mais que je date d'il y a déjà 20 ans, 25 ans. Hein. C'est-à-dire, à un moment, on n'en était pas à notre combat d'aujourd'hui, quoi, et aux moyens qu'on y met. Voilà. On a laissé faire, on a laissé partir ces camarades-là. Et ça, c'est comme ça il faut qu'on recrée du lien, nous aussi. C'est-à-dire, ce ne sera pas de la sociabilité, Parti communiste, CGT. Ça n'existe plus. Le lien qu'il y avait, les assos, les trucs, secours populaire, tout était calé. C'est fini, ça. C'est fini. On va recréer quelque chose, mais voilà. On va prendre une dernière question. Pendant
pendant que Lucas monte, moi je voudrais juste ajouter, tout à l'heure Emmanuel, tu as évoqué aller dans les AMAP, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement ils essayent d'y aller, mais typiquement ils restent entre eux en fait. Ça reste des AMAP très réservés aux blancs, etc. Et du coup en fait ils essayent d'y aller, mais au final ils se retrouvent toujours entre eux dans une espèce de séparatisme suprémaciste assez, pas étrange, mais voilà. Au sein de la map ou ils font des AMAP à eux Ils font leurs AMAP à eux et du coup il n'y a personne d'autre qui vient, quoi. Ouais, d'accord. Oui, ça c'est là. Mais ça, c'est un milieu qui est quand même. C'est très endogame. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, dernière question. Bonsoir. Merci pour toutes vos présentations, échanges. Moi, je travaille en éducation à l'alimentation durable. Je suis formatrice et animatrice pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc, je travaille beaucoup sur le changement, comment on passe du changement de culture déjà dans un premier temps, et puis ensuite comment on passe à l'action. Et pour ce sujet-là, ça a été abordé un peu par la première personne sur les enjeux émotionnels. En fait, vous faites un énorme travail à la CGT pour donner des outils aux délégués. Comment on fait pour parler à sa famille ? Enfin, vous en avez parlé. Moi, je me dis toujours, par rapport à l'alimentation, que c'est très difficile pour moi, c'est beaucoup plus difficile pour moi de parler aux gens de ma famille que de parler à des gens dont je suis déconnectée émotionnellement dans le cadre de formation. J'ai une posture très différente et je me dis toujours, mais c'est terrible, en fait, on n'est pas capable de parler aux gens qui nous sont si proches. Alors, est-ce que du point de vue de la sociologie et du point de vue du syndicalisme, vous avez des outils pour les repas de Noël ? Parce qu'en fait, on dit toujours, et on le voit, on commence à le voir dans les blogs et tout, ah oui, on va essayer de passer un bon Noël, ne pas parler des sujets qui fâchent. Mais en fait, je trouve que si, en fait, il faut qu'on en parle, mais comment on fait ? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je vais te rejoindre très vite, je pense, mais faire comprendre que derrière l'extrême droite et même derrière le RN, il y a une ou des idéologies, très particulières, même sans porter de jugement de valeur, héritière du fascisme, héritière du monarchisme, ou carrément monarchiste, ou de nationalisme révolutionnaire. Et c'est le RN, il est malin, il met pas ça en avant, mais il baigne là-dedans. C'est pour ça l'expression de notre famille politique qui est si pratique. Donc leur faire comprendre que s'ils vont vers là, ils vont vers quelque chose de très spécifique, et que s'ils n'en ont pas conscience, ils savent pas du tout où ils mettent les pieds. En fait, moi, ça m'arrive parfois quand je débat sur Twitter avec un faf et que moi je leur dis, mais en fait, tu connais pas du tout ta famille politique. Tu devrais te renseigner un peu sur qui tu votes. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Mais bon, après, c'est pas forcément facile, parce que ça commence à rentrer dans beaucoup de détails. Et je pense que l'autre point, et on va se rejoindre, c'est le côté imposture sociale. C'est derrière, c'est de la haute bourgeoisie, c'est de l'aristocratie. C'est des gens qui ont un mépris terrible pour la population, qui vont faire des techniques comme faire des techniques de pub, de basse, de bas niveau, mais qui marchent bien, faire des messages bourrés de fautes d'orthographe exprès. Et voilà que derrière, il y a un mépris aristocratique du peuple. Je dis même pas aristocratique dans le sens de la classe sociale aristocratique, mais dans le sens là, élitiste, quoi. C'est des gens persuadés d'être une élite, même pas persuadés d'être une élite en tant qu'ancienne aristocratie, ancienne noblesse, mais c'est bien sûr pas que ça. Persuadés d'être une élite en tant que militant d'extrême droite, parce que vraiment, ça, c'est quelque chose d'important dans le fascisme, dans la doctrine fasciste de Mussolini. C'est ce qu'il dit, c'est que le militant fasciste, grosso modo, quelqu'un qui a réussi à canaliser son énergie vitale. Donc ça part d'un truc très bizarre, très New Age en fait, presque. Qui a réussi à canaliser son énergie vitale à travers la guerre, à travers le combat, qu'il épuise une force spirituelle, patati patata, et que ça en fait une sorte de surhomme, donc pas vraiment au sens nietzschéen, parce que Nietzsche se moquait pas mal de ces gens-là, les gros Allemands, comme il les appelait. Mais voilà, donc leur faire prendre conscience qu'ils vont vers un truc particulier, quoi, qui n'est pas seulement on est les patriotes et on défend le peuple, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus chez père en fait. Si prend un mot qui le dit. Moi, c'est peut-être là où je suis le moins bon. Je l'ai dit clairement, c'est très compliqué avec sa famille. Je te dis, pour l'instant, j'ai coupé les ponts. Donc, j'attends. Mon dernier message qu'on m'a envoyé, c'est retourne avec tes Arabes. Donc, j'habite à Montreuil, dans le 9-3. Donc, peut-être c'est un lien, je sais pas. Non, c'est un long travail, je pense, parce qu'il y a des arguments. Emmanuel vient de les dire. On en a 200. On a tout, que ce soit leur imposture sociale,
d'être du côté du capital, le fait que les syndicalistes comme moi, parce que moi je peux leur dire à ma famille, mais moi je serai le premier en prison avec eux, vous le savez quand même, enfin des choses comme ça. Donc c'est un travail très très compliqué. Donc à la CGT, nous on est outillés pour aller vers les salariés, pour aller vers la famille. On n'a pas mis en place de formation encore pour dire comment faire avec votre famille. Ça sera peut-être un bon truc, ou vos amis. Moi je pense que c'est un travail de longue haleine. Et en prenant, je pense qu'il faut trouver des exemples qui touchent la personne qu'on a de son histoire personnelle, même de ses fréquentations, de ses trucs. Voilà, faut essayer de trouver rattaché par rapport à sa propre histoire. Mais pour moi, c'est le plus compliqué, hein, parce que ça nous touche nous-mêmes. Hein. Et puis moi, il y a un moment, déjà, je me tape tout le temps l'extrême droite. C'est mon domaine. Bon, on m'a donné à ça à faire. J'en suis fier parce que voilà, je suis très content, mais c'est quand même très fatigant en charge mentale d'avoir toujours cela dans la tête là. Donc en plus se taper sa famille après, quand on a enfin une semaine, on se disait avec Mathieu, putain, on va avoir la rupture de la trêve des confiseurs, on va pouvoir pendant 10 jours être tranquille un peu. S'il fallait que je me tape les gars de chez moi là, putain. Donc je suis désolé, je suis pas le meilleur pour ça. Et puis en plus je suis quelqu'un d'un peu impulsif. Donc le problème c'est que sur ces sujets-là, ça peut vite aller monter fort quoi.